Bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e séance donc, du séminaire de la chaire de géopolitique du risque, technologie et incertitude. Aujourd'hui, nous allons traiter des incertitudes des biotechnologies, encore un sujet assez différent de ce qu'on a pu voir précédemment. Et donc nous avons aujourd'hui deux invités de marque, encore une fois, que je vais présenter très rapidement avant de laisser la parole au professeur Peter Burgess. Et puis évidemment, après, vous laissez la parole pour une discussion. Donc Francis Chateau-Renaud, bonjour. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez fondé notamment là-bas le groupe de sociologie pragmatique et réflexive. Vous êtes notamment à l'origine du concept de lanceur d'alerte au milieu des années 90 et avez développé plusieurs travaux sur les conflits et les controverses en matière d'environnement, de santé et de technologie. Vous êtes également le co-concepteur des logiciels Prospero et Marlowe, des logiciels dédiés à l'analyse des processus critiques de longue durée. Vous avez commencé à vous intéresser aux biotechnologies à partir de travaux autour des OGM, puis en coordonnant en 2012 un programme de recherche sur les nanobiotechnologies en 2012, dont le rapport est accessible en ligne, Chimères nanobiotechnologiques et post-humanité. Enfin, vous avez également publié une contribution à propos des controverses sur les biotechnologies en février dernier, à cette occasion, pour l'ANSES, dans le cadre de l'évaluation des risques biotechnologiques liées aux variétés rendues tolérantes aux herbicides. Antoine Messéan, bonjour. Donc c'est vous qui aurez l'occasion de commencer cette discussion. Vous êtes agronome, mais aussi chercheur à l'INRA, où vous coordonnez des travaux sur la conception et l'évaluation des innovations en production végétale. Vous avez conduit de nombreux travaux dans plusieurs projets européens, le Sigmea, Coextra, Amiga, portant sur l'impact des OGM dans les systèmes de culture et la coexistence entre modes de production. Vous avez également été expert au niveau des instances nationales, telles que la Commission générale du génie biomoléculaire ou encore le Haut Conseil des biotechnologies, mais aussi au niveau européen, puisque vous avez également été expert au sein de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, notamment donc sur l'évaluation scientifique des risques liés aux biotechnologies. Enfin, vous avez participé aux travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques sur les OGM et à la conférence des citoyens conduite sur le sujet. Merci Sarah, bonsoir à tout le monde. Donc la biotechnologie, on est d'accord, je pense, est un concept vraiment très bien adapté à nos discussions, parce que qu'est-ce que c'est que la biotechnologie si ce n'est pas la mise en cause du bios, du biologique, de l'animal, du naturel par la technologie, et le contraire, la mise en cause de la technologie par le bios, le biologique, l'animal, etc. Donc c'est une opposition qui fait déjà conceptuellement un conflit, une incertitude, un certain nombre d'incertitudes, je dirais même. Il s'agit peut-être historiquement d'une fausse opposition, c'est-à-dire entre le naturel, le biologique et le technologique, entre les processus organiques et des processus inorganiques. Peut-être ce n'est pas assez facile qu'on dirait de séparer, de différencier les deux. Parce qu'il y a toujours des imprévus de la nature, du naturel, qui déplacent la technologie, et la technologie qui vient déplacer en quelque sorte notre concept du naturel. J'ai lu quelque part que le premier exemple de la biotechnologie, c'est l'utilisation de la levure à la fermentation de la bière. Donc la levure, donc une substance naturelle qui n'a normalement pas de place à la fermentation de la bière faite par les hommes, qui vient jouer un nouveau rôle dans ce processus-là.
Donc, quelles sont les questions qu'on va aborder? La nature a-t-elle une fonction déterminée ou fixe, technologique, pour ainsi dire? Et la technologie, est-ce qu'elle a un caractère aussi naturel ou naturalisant ou dénaturalisant? Donc cette opposition, je pense que ça serait intéressant de voir comment cette clash, qui est particulièrement aiguë, qui semble être particulièrement aiguë, peut générer des incertitudes et le sens, l'expérience du danger et du risque à nos jours. Avec ces mots-là, je donne la parole volontiers à Antoine. J'apprends. Non, je pense que c'est bon. Pas besoin de... Ouais. Merci. Alors, je vais essayer de traiter le sujet. Je voudrais préciser pour cadrer que biotechnologie, bon, vous l'avez dit, je suis agronome, spécialiste des plantes. Et du coup, ce que je vais évoquer, ce sont les biotechnologies végétales telles qu'on les évoque depuis, disons, 33 ans, quand la première plante transgénique a été créée. Pas le premier organisme transgénique, mais le premier colza, la première transformation par transgénèse d'une plante, c'était au milieu des années 80, vraiment au niveau des plantes. Bien évidemment, les biotechnologies sont plus anciennes que ça. Donc c'est un point de vue plante alors organisme génétiquement modifié, d'abord la transgénèse et puis on évoquera. Je suis agronome, je ne suis pas un biologiste, je n'ai pas prévu de rentrer dans la technique, de présenter ce que sont ces biotechnologies, je pense que ce n'est pas le sujet ce soir. Et j'ai essayé et puis je vais surtout m'appuyer sur l'expérience d'experts auprès des instances pour essayer de cadrer de mon point de vue, c'est une expérience, de comment l'incertitude, elle apparaît aussi en fonction d'un processus dynamique d'évaluation des risques. Bon, depuis que les premières plantes transformées sont apparues, il y a eu un dispositif de régulation. Et le dispositif de régulation essaye d'encadrer les biotechnologies, les risques pour la santé et l'environnement. Mais de fait, la régulation elle-même génère de l'incertitude par le processus propre. Je vais essayer d'illustrer ça. Alors, en voyant le titre très, très large, donc là je viens de le resserrer sur les plantes, je me suis dit, bon, il y a différents points de vue. Il y a la technologie, on peut considérer l'incertitude sur la technologie elle-même. Alors, pour faire simple, bon, je parlais de transgénèse. C'est quoi? On prend une plante, colza, un maïs, on prend un gène qu'on va chercher dans une bactérie, qu'on isole, et on l'introduit dans la plante. Donc les premières transformations, ça peut se faire avec des bactéries, mais ça s'est fait aussi, ça donne bien l'image que c'est, la transgénèse, par bombardement. C'est vraiment des billes qu'on projette sur des feuilles de maïs, et les premiers maïs transgéniques ont été obtenus par bombardement. Et en traversant la feuille, à un moment donné, il y a un petit bout de gène qui est inséré dans la plante. Voilà. Donc, pour vous dire, juste, alors ça c'est la première technique, et puis les dernières techniques sont beaucoup plus sophistiquées. On parle maintenant de ciseaux moléculaires, où on va découper donc l'ADN, donc l'information génétique, on va découper pour raccrocher ou insérer le gène interne. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais on peut regarder de ce point de vue-là. Alors ce que je dirais du point de vue de l'incertitude, c'est que quand on bombarde comme ça, il y a probablement des effets inattendus. Alors d'une part, et ils ne sont pas prédictibles, d'une part on ne sait pas où on va insérer. Ça s'insère au hasard dans le génome, les premières techniques. Comme je l'ai dit, les techniques les plus récentes, on sait où on insère. On décide d'insérer à un endroit particulier. Mais au-delà de ces insertions, qu'elles soient connues a priori, alors elles sont toujours connues a posteriori. On va séquencer le génome, après on va savoir où ça a été inséré. Et donc par processus d'essai-erreur, si ça donne parfois des chimères, ça donne pas ce qu'on a envie, donc on bombarde et on crée ce qu'on appelle des événements de transformation, et puis on les regarde, et puis ceux qui nous paraissent conformes à l'objectif, on les garde.
Et après, on vérifie de façon beaucoup plus précise quels ont été les dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux, c'est des insertions d'informations génétiques ailleurs dans le génome des plantes. Donc ça, c'est pas prédictible a priori pour ces dégâts collatéraux, c'est fait a posteriori, c'est intégré dans l'évaluation. Donc ça c'est un premier point de vue. Donc il y a une espèce d'incertitude. Quand on commence, on ne sait pas ce qu'on veut. Et on essaye de le cadrer après par un certain nombre d'analyses précoces. Un deuxième point de vue sur lequel je vais revenir, c'est la réglementation. Alors, génère de l'incertitude. La réglementation est un déterminant essentiel. Je pense qu'on reparlera de plantes qui ont été rendues tolérantes aux herbicides. Elles n'ont pas le même statut réglementaire que les plantes que je viens d'évoquer, que les organismes génétiquement modifiés. C'est une décision du législateur. Je vais revenir sur la réglementation. Ensuite, là où je vais plus insister, c'est sur l'évaluation du risque, la notion d'incertitude. Je vais juste déflorer, puis après on y reviendra peut-être dans la discussion. L'échelle à laquelle on évalue la biotechnologie, la plante transformée, génère de l'incertitude. Est-ce qu'on s'intéresse uniquement au processus, donc à la transformation génétique que je viens d'évoquer, puis on regarde si ça génère de l'incertitude en tant que telle dans la plante, ou est-ce qu'on regarde la plante dans son environnement, comment elle va se comporter dans des champs cultivés, puisqu'on parle de plantes, est-ce qu'on parle du paysage, est-ce que cette plante peut modifier la biodiversité. Bon, je donnerai un exemple tout à l'heure sur des maïs qui expriment une toxine, donc un insecticide, pour tuer les ravageurs des plantes, des cultures. Mais évidemment, ces toxines ont également un effet sur des organismes qui sont parfaitement inoffensifs, enfin, dont les agriculteurs n'ont pas l'intention de se débarrasser, des papillons, des choses comme ça. Où est-ce qu'on regarde ces technologies, ces biotechnologies, comme une innovation qui emporte derrière elle tout un régime d'innovation. Bon, vous avez tous entendu parler des multinationales qui produisent ces OGM avec les effets de pouvoir qui sont associés. Sachant au passage, c'est juste une parenthèse, qu'il y a une tension au niveau de l'évaluation du risque. Plus on renforce le niveau d'évaluation de sécurité a priori, plus on renforce le pouvoir des firmes, des grosses firmes, qui sont à peu près les seules à pouvoir se payer les études réglementaires qui sont demandées. Donc il y a une espèce d'arbitrage à faire entre le niveau d'exigence a priori et puis d'intégrer dans l'analyse le fait que ça a une conséquence sur l'environnement socio-économique. Donc, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes incertitudes. Je reviendrai également sur la notion d'effet direct immédiat et indirect différé, j'y reviendrai en détail. Il y a également dans l'évaluation du risque, on utilise des méthodes. On compare la plante transformée avec la plante conventionnelle. On va regarder, par exemple, la composition des graines. Est-ce que la composition des graines de maïs ou de colza est modifiée si on introduit un gène, même si le gène n'a rien à voir avec une modification a priori de la composition de la graine. C'est une façon de vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire de la transformation. Mais les méthodes analytiques, juste un exemple, dans la réglementation, et ça fait le lien aussi avec la réglementation, elle définit que doivent être, au nom de l'information du consommateur, étiqueté OGM tout produit qui contient plus de 0,9% d'OGM. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition, mais vous voyez, alors, ça, en soi, ça reconnaît qu'il y a une incertitude, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir, dans le monde vivant et en agronomie, des produits zéro OGM, parce qu'il y a
il y a des échanges entre les cultures conventionnelles. Ça a été reconnu par le législateur et qui a dit il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas d'intention d'introduire l'OGM, mais qu'il peut y avoir des contaminations fortuites ou accidentelles, c'est acceptable. On continuera à pouvoir revendiquer que c'est non OGM avec un seuil de 0,9%, qui lui ne fonctionne pas. Ce n'est pas forcément reconnu par la société, mais du simple point de vue de l'évaluation, il est absolument impossible, c'est un effet seuil, de garantir, de tester réellement si un produit contient moins de 0,9 ou pas. S'il contient beaucoup plus, ça va. S'il contient 10%, on va le savoir. Mais entre 0 et 0,9, c'est quasiment impossible, lié à la qualité des méthodes analytiques. Bon, voilà un peu les exemples. Il y a également l'incertitude sur la communication de virus. Donc, en disant ça, maintenant, je pense qu'on va essayer d'être plus interactif dans la mesure où on peut passer le séminaire sur chacun des points. Je vais alors quand même donner un exemple. J'ai parlé des résistances aux insecticides, mais pour vous expliquer la notion d'échelle. Donc je reprends mon colza, je lui introduis par des techniques de transgénèse un gène qui va faire en sorte qu'il devienne tolérant à un herbicide total. Alors les plantes sont plus ou moins tolérantes aux herbicides, mais à des herbicides dits totaux, c'est-à-dire qui détruisent théoriquement toutes les plantes, comme le glyphosate, dont vous avez sûrement entendu parler. On introduit un gène de résistance et on peut épandre le glyphosate sur ces plantes et ça va tout détruire sauf la plante. Alors c'est assez intéressant du point de vue agronomique. Comment, du point de vue de l'évaluation, on regarde ça? L'effet direct de la modification sur la plante, juste ce que je disais, on a introduit, on va regarder si la simple introduction du gène a modifié le comportement de la plante en termes de persistance ou sa composition nutritionnelle. A priori, avec ce gène-là, non. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe, on ne détecte pas d'effet majeur là-dessus. On pourrait s'arrêter là, dans l'évaluation. Mais si ce gène a été introduit, c'est pour qu'il puisse tolérer un herbicide, différent de celui qui était appliqué jusqu'à présent. En l'occurrence, le glyphosate. Et du coup, on change les pratiques. Et il a été montré dans une étude à très grande échelle en Grande-Bretagne, Farm Scale Evaluation, qu'en fait, l'impact sur l'environnement était plus lié à l'herbicide qu'à la plante. Vous en concluez quoi? Qu'il n'y a pas de problème avec la plante. Néanmoins, c'est parce qu'on autorise cette plante qu'on peut accroître l'usage de cet herbicide et qu'on a ces effets environnementaux. D'ailleurs, la consommation de glyphosate a beaucoup augmenté ces 20 dernières années d'autorisation. Mais il n'y a pas uniquement la plante. J'évoquais le système de culture. Avec cet herbicide, on peut changer les pratiques des agriculteurs. Par exemple, on peut supprimer le labour et ne plus travailler. Alors ça a des avantages environnementaux, mais ça modifie l'environnement. Et du coup, on change aussi le rapport de force entre les cultures et on change ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire les successions de cultures. Et en soi, ça a aussi des impacts environnementaux. Donc dans l'évaluation, vous voyez bien jusqu'où on va. Alors je vais revenir un peu sur ce que dit la réglementation, parce qu'elle dit beaucoup de choses. C'est que, théoriquement, on pourrait s'arrêter à la plante, mais évidemment, la logique de la réglementation, puis la logique pour les agronomes, c'est évidemment d'intégrer tout. Et vous voyez bien qu'il n'y a plus de frontières. Parce qu'on peut aller au-delà. Quel est l'impact sur les filières? Quel est l'impact sur les marchés internationaux? Et ainsi de suite. Juste un mot sur la réglementation. Définition, parce qu'on est encore autour de ça, même avec les nouvelles techniques, organisme énergétiquement modifié. En fait, c'est tout organisme dans lequel on a introduit, dont on a modifié le matériel génétique, génome, d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement. En gros, avec la main de l'homme. Alors, la frontière, on va dire, c'est un peu ténu, parce que lorsque les agriculteurs, depuis des siècles, sont allés dans les champs, repéraient des plantes qui avaient changé naturellement, des mutations, vous savez tous qu'on subit tous des mutations, y compris les humains, mais les plantes, naturelles. Et du coup, ensuite, elles sont plus ou moins, la plupart disparaissent, puis certaines sont dites sélectionnées, parce qu'elles sont plus adaptées à leur environnement. Et donc ça, l'homme peut orienter. Et donc il y a une frontière. Mais là, la définition, c'est
Tant que ce n'est pas naturel, une mutation naturelle, ce n'est pas un OGM. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et la réglementation, là, c'est la directive 2001-18 qui régit les impacts environnementaux. Elle dit, voilà, c'est une définition très générale, et là, il n'y a pas d'ambiguïté. On viendra sur les mutants, les techniques obtenues par mutagénèse. Ce sont des OGM, parce que c'est la mutagénèse qu'on a provoquée par des radiations ou des agents chimiques. Mais dans la directive, ici, réglementairement, à l'époque, on avait exclu du champ d'application. Donc vous voyez, il y a une définition d'un OGM, et tout le débat auquel on reviendra, c'est de savoir est-ce qu'on peut exclure ou pas. Bon. Et donc il y a déjà la réglementation, c'est un déterminant, parce que si vous êtes dans la réglementation, vous devez passer tous les tests au champ, les tests sur animaux, donc avec des essais de toxicité aigus, subchroniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, et si vous êtes à l'extérieur, vous êtes considéré comme une plante classique qui va passer avec les règles générales, c'est-à-dire qu'on va éventuellement inscrire des variétés. Il y a quelques tests, mais enfin, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, il y a un enjeu essentiel à ce niveau-là. Mais on y reviendra, parce qu'on est sur l'aspect socio-économique. Alors, l'incertitude dans la réglementation, elle n'est pas évoquée. J'ai regardé dans les textes. Donc cette directive et le règlement 2003-1829 qui régit l'évaluation des OGM, le terme incertitude n'apparaît pas. Dans la version anglaise non plus, ce n'est pas un problème de traduction. Mais il est dit, vous voyez ici, j'ai repris ici, l'évaluation des risques d'identifier et évaluer qu'à partir les effets négatifs potentiels des OGM, qu'ils soient directs ou indirects, immédiats ou différés. Et ensuite, on définit ce qui est direct, indirect, immédiat, différé. Et vous voyez dans indirect, les effets indirects se réfèrent aux effets dus à un enchaînement d'événements. Donc ce que j'évoquais, l'enchaînement d'événements, je crée une plante, ça change l'herbicide. L'herbicide lui-même change le travail du sol et change les rotations. Au moins, agronome, c'est un enchaînement d'événements. Donc pour moi, c'est à évaluer. Donc c'est extrêmement ambitieux, la réglementation, et c'est assez unique. Enfin, c'est assez unique, c'est assez nouveau. Pour toutes les plantes traditionnelles, on n'a pas ça. Donc là, il y a un niveau d'exigence dans le texte qui est énorme. Mais en pratique, c'est pas mis en œuvre parce que c'est quasiment impraticable. Pourquoi ? Et donc l'incertitude, elle est inéluctable. Alors d'une part, le produit qui est évalué, je reprends mon colza, vous le transformez, il est dans un colza particulier. Comme vous savez, il y a ce qu'on appelle des variétés végétales. Donc il y a des centaines, des milliers de variétés de maïs, de colza. On en prend une, on introduit la transformation. Et on l'évalue. Et donc en fait, en pratique, que ce soit pour les importations de mise en culture, le produit qui est évalué n'est pas celui qui est consommé. Et donc du coup, là, il y a une extrapolation qui est facteur d'incertitude. Les études, elles se font forcément, elles se font à petite échelle, parce que vous ne pouvez pas tester à grande échelle, puisque vous n'avez pas autorisé le colza. Donc vous faites ce qu'on appelle des essais, dans des petites parcelles confinées, qui doivent être petites, qui doivent être protégées, parce que comme on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est assez réglementé, il ne faut surtout pas qu'il y ait de dissémination de l'OGM dans l'environnement. Donc c'est forcément à petite échelle, et sur une échelle courte. Or, l'impact dans l'environnement ne se manifestera que... il y a une incertitude sur le comportement à grande échelle. Si vous cultivez quelques mètres carrés les OGM ou des millions d'hectares, évidemment, ça n'a pas du tout les mêmes effets. Et donc ça, il faut pouvoir l'extrapoler. Alors, on utilise des modèles, mais il y a quand même ces facteurs d'incertitude. Troisième niveau, de façon plus générale, c'est l'incertitude sur la diversité. Au niveau européen, les autorisations se font à l'échelle européenne. Mais les systèmes écologiques sont très divers entre la Suède et puis le Portugal ou la Grèce, ce n'est pas du tout les mêmes environnements. Or, l'autorisation est unique. Et vous n'allez pas tester, en tout cas, ce n'est pas prévu dans la réglementation, de tester dans chaque... Donc, encore une fois, on teste dans un certain nombre de sites. C'est pareil pour les importations. On va tester, par exemple, aux États-Unis, souvent c'est aux États-Unis, mais ensuite on importe d'Argentine, du Brésil. Et l'autorisation est donnée ensuite pour l'ensemble de ce qui va être importé. Donc là, il y a aussi un problème des régions de production. Enfin, et ça c'est complètement volontaire, ça génère l'incertitude, mais c'est un problème un peu à part, pour l'instant la réglementation ne prévoit d'évaluer que les risques.
et pas les bénéfices et impacts. Là-dessus, moi j'ai un avis personnel que je donnerai éventuellement tout à l'heure, mais ça ne me gêne pas, mais je voulais le mentionner parce que ça m'intéresse. La réglementation ne prévoit pas d'analyse d'incertitude, mais évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit, ça existe. Alors ça, c'est pas... et donc l'EFSA, donc l'Agence européenne d'évaluation des risques sanitaires, a édicté des lignes directrices sur comment l'analyse de l'incertitude devrait être prise en compte dans tous les avis de l'EFSA. Ce n'est pas que les OGM, c'est tous les additifs, les pesticides. Enfin bon, l'EFSA évalue les risques pour un certain nombre de produits. Et le texte dit, ce n'est pas encore en application, mais c'est des lignes directrices, l'évaluation must, c'est clearly and ambiguously what sources of uncertainty have been identified and what is their impact on the assessment of conclusion. Donc l'idée, c'est que ces incertitudes soient reproduites dans les avis. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, bon, là où je vais passer maintenant à la décision. Donc là, j'étais plutôt sur l'évaluation, donc l'expertise. Comment on passe à la décision compte tenu de cette incertitude? Je passe sur le premier point parce que j'ai déjà évoqué l'objet. Est-ce qu'on parle de la technique, du produit, système de culture ou de système de... Mais comment on passe à la décision compte tenu de cette incertitude? Alors je dis ici, le décideur n'aime pas l'incertitude. Le décideur, il veut une réponse. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Et l'expert est amené à essayer de répondre à cette question. Et du coup, là, il y a une tension assez forte entre l'expert, qui est toujours un chercheur à la base, mais qui est amené, et donc, a priori, moi, je vous dirais, on ne peut jamais conclure qu'il n'y a pas d'incertitude. Il y a forcément des incertitudes. Là, on les identifie, mais même au-delà de ça, il y a des incertitudes qu'on ne peut même pas identifier a priori. Évidemment, ça, le décideur n'aime pas. Et l'expert donc est amené quand même à essayer de réduire ou à être le plus clair possible. Et ça crée une tension, bon, on pourra en discuter, entre l'expert et le décideur. Et du coup, ça crée une tension autour de la transparence, parce que, a priori, si on clame la transparence, la transparence, elle doit être totale sur l'incertitude. J'illustre juste ce point de vue pour expliquer pourquoi les gestionnaires de risque, ils n'aiment pas l'incertitude. Je ne parle pas de la Commission européenne qui doit autoriser des importations, parce que bon, on autorise l'importation, on ne l'autorise pas. Vous n'avez pas beaucoup de degrés de liberté en dehors de refuser. Vous ne pouvez pas décider de ce que les Américains doivent faire, des mesures que les Américains ou les Argentins ou les Brésiliens doivent prendre pour sécuriser les exports vers l'Europe. Mais s'il s'agit de mettre en culture en Europe, vous avez ici ce graphe. Ce que nous avons fait, le maïs dit BT, il produit une toxine BT qui tue des insectes qui attaquent la plante, mais qui peuvent aussi tuer des papillons non cibles qui se trouveraient autour des champs de maïs. Bon. On mesure directement en laboratoire la mortalité sur différentes espèces. Donc ça on le fait, pas sur toutes les espèces, sur certaines espèces, pour évaluer le risque. Et ensuite on se dit, oui, mais les papillons, ils ne sont pas forcément tout le temps à côté du champ de maïs. Et puis, des papillons, il y en a plein. Qu'est-ce que ça signifie sur les populations? On peut tuer quelques papillons, mais sur une population à l'échelle régionale. Donc, on a essayé d'extrapoler, et c'est ce que donne ce graphe, entre une mortalité locale, et puis ici, sur l'axe des abscisses, vous avez un coefficient R, qui représente un peu la nature du paysage. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de maïs? Est-ce que dans le maïs, il y a beaucoup de maïs OGM? Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitats naturels dans lesquels les papillons peuvent se réfugier, se multiplier? Bon, voilà. Et donc, c'est un indicateur entre le cas où, effectivement, il y a plein de possibilités pour les populations de récupérer, et puis des cas qu'on a appelé worst case, où là, la mortalité peut... Et puis, il y a un deuxième facteur qui est la sensibilité des espèces. Toutes les espèces n'ont pas la même sensibilité. Des espèces qui sont très sensibles à la toxine, avec très peu de toxines, elles vont souffrir, et d'autres non.
Et du coup, pour des espèces peu sensibles, même si on a des paysages qui sont assez peu favorables à la biodiversité, la mortalité, 1%, après c'est aux décideurs de décider est-ce que c'est acceptable ou pas, ou la société, sachant qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont tuer le climat, qui vont tuer des papillons. Bon, là on est dans un débat qui sort du stade. Et puis on a des espèces qui sont... Donc, voilà. Donc l'expert, il dit, moi je ne peux pas dire, vous y allez pas, parce que ça dépend. Si vous êtes dans un paysage, je ne sais pas, en Finlande, ou en Grèce qui se situe là, ou sous vos espèces, les espèces de papillons que vous avez, elles sont très sensibles plutôt, ou pas sensibles, ça dépend. Donc c'est à vous de prendre la décision. Évidemment, ça, le gestionnaire, il n'aime pas du tout, parce que la responsabilité lui revient. Bon, voilà, pour insister, vous voyez, ce n'est pas spécifique aux OGM, mais c'est quelque chose qui a apparu fortement, du moins dans mon vécu. Voilà. Alors, le dernier point, mais je ne vais pas détailler, je vais juste indiquer, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez spécifique au cadre des biotechnologies, c'est qu'on reconnaît dans cette réglementation qu'on ne peut pas tout évaluer a priori. Ce n'est pas dans la réglementation l'incertitude, mais il est dit que de toute façon, il y a des risques qui auront été identifiés dans l'évaluation a priori. Donc c'est le premier cas de figure, le Case Specific Monitoring. Donc il y a une obligation de suivre après l'autorisation, de vérifier que ce qu'on a dit a priori est valable. Soit parce qu'on a une hypothèse de risque qui a été identifiée quand on a fait l'évaluation initiale, et à ce moment-là, on appelle ça Case Spécifique parce qu'on connaît la nature du risque, et donc on peut mettre en place des conditions, d'abord des mesures de gestion et des conditions de surveillance. Et puis, alors ça c'est complètement nouveau, le concept de surveillance générale. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans la réglementation, sur les biotechnologies, qu'en fait il y a des choses qu'on ne peut pas voir, a priori. Donc il y a des risques, on a beau faire appel aux experts, de toute façon ils ont leur faiblesse, mais de toute façon, même si on a un système très complet, il y a toujours des risques qui ne vont pas être anticipés au moment de l'évaluation des risques. Ne serait-ce que pour les questions de changement d'échelle. Le changement d'environnement. Aujourd'hui, on fait des essais avec le climat d'aujourd'hui, avec les conditions d'aujourd'hui. Comme tout ça change, bien évidemment. Et ça, c'est reconnu, c'est assez nouveau. On ne le fait pas, il y a plein d'autres innovations. On ne se préoccupe pas de savoir ce qu'ils vont devenir. Là, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on le reconnaît. Et il y a une obligation de mettre en place une surveillance générale. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que, en gros, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Mais c'est obligatoire et il faut des dispositifs. Et donc, il y a des tentatives d'essayer de cadrer ça. Là, ça n'a rien de spécifique aux OGM. Je suis en train de travailler sur les pesticides, essayant de mettre en place un système qui permettrait, en surveillant l'environnement, ensuite d'essayer de retrouver qui est le responsable. Sachant que le responsable d'un effet néfaste sur l'environnement, ça peut être n'importe quelle pratique agricole, l'OGM, des pesticides, ou n'importe quelle pratique agricole. Et donc, c'est pas simple. Voilà, je crois que j'ai fini. J'étais un peu long. Donc, sur incertitude, donc il y a plein de facteurs d'incertitude. Ce que je veux simplement dire, là, j'ai parlé de plantes, j'ai parlé essentiellement d'OGM, qui sont dans les tuyaux actuels. Bien évidemment, les techniques qui se développent actuellement, ces techniques dont vous avez entendu parler récemment, sûrement entendu parler, sur lesquelles Francis va revenir, le CRISPR-Cas9 avec notamment récemment les bébés génétiquement modifiés. On est sur des technologies qui ont une puissance qui va au-delà de ça, et surtout une rapidité de diffusion dans l'environnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on évoque ici. Voilà, donc je suis resté dans le champ qui était le mien, mais bon, après on pourra avoir la discussion si on n'ouvre pas. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, je vous laisse la parole. Merci de l'invitation, merci d'être là, merci Antoine, parce que pour moi c'est un plaisir, c'est un peu comme en musique, je trouve, à force, moi je me suis habitué, alors je sais pas, justement, comme il n'y a pas eu de réaction immédiate de l'auditoire, moi j'entends complètement maintenant, je me suis habitué à cette forme
d'harmonie entre les questions techniques, les questions réglementaires, les questions d'écosystème, d'écologie finalement. Voilà. L'agronomie, mais c'est une agronomie qui est tournée quand même vers la question des écosystèmes et de la diversité des cultures. Et donc c'est quelque chose qui en sciences sociales est difficile parce que la culture qui nous a été léguée pendant plus d'un siècle nous a éloignés fortement des savoirs professionnels considérés comme techniques ou scientifiques ou économiques même d'ailleurs, et où on prenait la part du social et puis on ne regardait pas trop le reste. Or, pour s'intéresser à ces questions-là, depuis maintenant une vingtaine d'années, on est un certain nombre en sociologie à essayer quand même d'aller au plus près d'une compréhension fine des enjeux techniques, technologiques, pas simplement des normes, mais aussi des pratiques, et puis des controverses qui naissent à l'intérieur même parfois des milieux professionnels. Donc là, je vous propose un petit parcours très rapide. Je n'ai que 46 slides, donc je ne vais pas tous les faire, mais habituellement j'ai une centaine, donc il y a quand même un progrès. Par rapport j'ai même fait 160 une fois dans un truc. Donc je vais pas tout développer, mais c'est pour vous montrer un peu la complexité de la chose et qui rebondit assez bien. Et ce qu'Antoine n'a cessé d'esquisser sur les bords, c'est de dire, voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on génère de l'incertitude. Dès qu'on entre dans ces processus d'évaluation, on est soumis en fait à des questionnements qui sont extrêmement compliqués à faire comprendre, ne serait-ce, tu l'as dit, aux gestionnaires de risque, c'est-à-dire essentiellement aux politiques. Enfin, quand on remonte, en gros, c'est un ministre qui dit, ou un ministre ou la Commission européenne, mais enfin, ou une organisation internationale éventuellement, mais enfin, à un moment donné, une décision pour dire ban asbestos, n'est-ce pas, interdire l'amiante, faire un moratoire sur les OGM. Bon, voilà. Actuellement, en France, comme vous le savez, normalement, il n'y a pas de culture OGM autre que pour des visées scientifiques très précises. Et même s'il y a des disputes sur ce qui est un OGM, justement. Donc, je vais rapidement dire d'où je parle, ça sera rapide, puisque je ne suis pas un spécialiste des biotechnologies, donc ce n'est pas à ce titre-là que j'ai accepté de venir parler des biotechnologies, mais c'est parce que dans ce que j'examine, il y a effectivement des biotech, et du coup, l'intérêt aussi de mon regard, c'est de voir avec d'autres, alors tu as parlé des pesticides, on voit bien, du climat, il y a plein de trucs qui ont surgi déjà. Donc moi, je vais travailler un peu sur tout ça. Aujourd'hui, on est dans une tension entre plusieurs régimes. Moi, j'en ai 4 en fait, mais là, dans le titre, j'en ai mis 3. Une forme de technoprogressisme, de néo-progressisme, on peut dire, qui vise effectivement à la rupture technologique, à aller vers l'avant. CRISPR-Cas9 est un bon exemple. Il y en a plein il y a les nanotechnologies, il y a l'intelligence artificielle. J'imagine que dans les différentes séances, vous avez déjà vu ces choses-là. Oui. Et des acteurs portent ça, et en sciences sociales, on appelle ça en général des porteurs de promesses technologiques, c'est-à-dire qui annoncent le bonheur, sinon de l'humanité, en tout cas d'une partie de l'humanité, en général du CAC 40 ou des gens comme ça. Et du catastrophisme en face, qui est très fort aujourd'hui. Vous avez des présentoirs dans les librairies sur l'effondrement, vous pouvez en lire. Le dernier que je suis en train de lire s'appelle Le mal qui vient, par un dénommé Châtel, Pierre-Henri Châtel, ça vous dit quelque chose, non ? Castel, pardon. Pierre-Henri Castel, qui est philosophe, psychanalyste, histoire des sciences. Enfin bref, il annonce la fin du monde, bien sûr. Le point 3 est important parce que ça recoupe tout à fait ce qu'a dit Antoine, avec une vision peut-être de sociologue, mais c'est très lié justement à des discussions avec beaucoup de milieux d'experts. Au fond, comment les notions de risque et d'incertitude, donc vous savez qu'ils sont souvent séparés comme deux concepts différents. Le risque, on le calcule, l'incertitude, on l'énonce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, elle peut devenir radicale, c'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à l'indétermination. Je ne sais absolument pas comment va se finir le mouvement des... Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, donc il y a une incertitude, il faut la gérer. Le risque, on le calcule essentiellement, et on peut faire une évaluation de risque, en général, même si après elle fait polémique. Les régimes de preuve et les dispositifs d'expertise, pour moi, sont des choses très importantes à regarder en sociologie. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des acteurs parviennent à s'accorder sur une réalité ? Alors pour dire des évidences, comme on dit en anglais, le terme d'évidence n'a pas du tout le même sens que nous, mais c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui fait preuve ? Qu'est-ce qui fait preuve, par exemple, de la dangerosité d'un OGM, par exemple d'un Monsanto 810, pour prendre un exemple qui a beaucoup fâché, etc. Évidemment, tout ça va être lié aux formes d'expertise et à l'organisation de l'expertise. Donc je serai peut-être un peu plus long sur ce point 3. Le point 4, je vous repasserai rapidement, au fond, l'histoire politique de ce dossier des OGM, qui a maintenant, tu l'as dit, 30 ans, un peu plus même. Enfin, ça dépend d'où on part, mais si on part des années 70 et des premières alertes... c'est 70. Oui, c'est ça.
Bon, après, le moment dans lequel on est aujourd'hui, c'est cette question des nouveaux OGM ou OGM cachés, ou en tout cas des nouvelles techniques génétiques, OGM ou non OGM. Une décision de la Cour de justice européenne sur laquelle je passerai rapidement, mais qui est importante, a dit finalement tout ce qui est nouveau dans ce domaine-là relève des OGM, en tout cas de la directive. Hein, et puis le reste, c'est la mutagenèse traditionnelle qu'on savait faire avant. C'est intéressant parce que là, c'est une question de périodisation de ce qu'on savait faire avant et on ne va pas y laisser. On ne va pas la rentrer dans la réglementation OGM. Par contre, tout ce qu'on fait maintenant avec notamment une mutagenèse dite dirigée, c'est-à-dire qu'on va forcer la mutagenèse, effectivement, a été reconnu, enfin en tout cas, par la Cour de justice européenne. Après, on va voir comment ça évolue. Hein. Et tout ça nous amène évidemment assez vite, et tu as fini là-dessus d'ailleurs, hein, donc comme quoi on a à peu près le même parcours, sur des enjeux. Alors vous savez, biopouvoir, c'est le mot magique, hein, biopouvoir, Foucault, et puis tout ce qui va avec. Des biopouvoirs au pluriel, parce qu'on se rend compte qu'il y a des biohackers, par exemple, qui ont une forme de pouvoir aussi. Des hégémonies, bon, c'est pas forcément Bayer, puisque Monsanto, c'est un peu fini. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, des asymétries de prix. C'est-à-dire certains ont accès aux choses et d'autres n'ont pas accès. Donc tu as parlé de la transparence, c'est un peu un des enjeux, hein, c'est de donner des prises à ceux qui vont prendre des décisions. Qu'ils sachent à peu près de quoi on va parler, etc. Alors, je passe rapidement sur le premier point. Ouais, je l'ai fait de manière très synthétique. Moi, je pars d'une espèce d'état de... pas de désordre, mais en tout cas d'un grand paysage chaotique dans lequel beaucoup de sujets deviennent des sujets de controverse. Et surtout, non seulement il y a beaucoup de sujets de controverse, mais ils ont des interconnexions, des interactions entre eux, et ce qui fait qu'ils deviennent de plus en plus complexes, notamment quand vous dites que le nucléaire c'est la solution pour le climat, par exemple, que le climat ça va supposer de changer les modes de culture, que par exemple l'idée ça pourrait être de faire des OGM, que en faisant des OGM, évidemment, vous développez aussi des insecticides pour aller avec, et que vous allez avoir des problèmes d'eau, des problèmes de perturbateurs endocriniens. Enfin bon, je ne vais pas vous les faire tous, mais moi j'essaye de construire un cadre d'analyse sociologique plus ou moins réussi. Bon, il y avait les lanceurs d'alerte, c'était un point de départ. Hein. Dans tous ces trucs-là, il y a toujours un moment où il y a des gens qui lancent une alerte ou qui disent j'ai lancé l'alerte. Et c'était déjà une manière de mettre au fond un point commun à tous ces processus. Il y a toujours un processus d'alerte qui surgit. Alors il peut surgir de l'extérieur, hein, de très loin, ça peut être un riverain qui voit des poissons morts dans sa rivière, ou de l'OMS. Enfin je veux dire, moi je n'ai pas, contrairement à certains militants qui m'amènent les lanceurs d'alerte plutôt vers l'aspect politique, why not, les gens sont libres. Moi j'essaye de prendre toute la gamme. C'est vrai que le pape François, quand il a fait son encyclique en 2015, était lanceur d'alerte. Sur la pédophilie, on ne peut pas dire que c'était un lanceur d'alerte. Et donc, on n'est pas lanceur d'alerte en soi, selon le moment où on intervient et selon la visée de son geste, etc. Donc c'est important parce que dans tous ces processus, il y a un point commun qui est amorçage par une question, un problème soulevé, une alerte, une alarme, une critique, et un processus critique qui va suivre. D'où l'usage abusif que je fais ces derniers temps du terme de criticité, que je pique carrément à la physique nucléaire, c'est-à-dire une réaction en chaîne. À partir du moment où votre alerte, votre critique, votre question produit des effets dans des milieux, ça va entraîner, et je n'ai pas de contre-exemple pour l'instant, des enchaînements non-stop. On prendra des exemples tout à l'heure sur justement les OGM. Et au fond des réactions en chaîne, c'est-à-dire des processus non anticipés, des processus critiques, c'est-à-dire qui à la fois franchissent des seuils critiques où il n'y avait pas de solution pour les gérer, et en même temps posent des problèmes critiques de qui décide, de qui a raison, de ce qu'il faut faire, etc. Quelles sont les bonnes valeurs, les bonnes manières de juger. Donc vous voyez, là j'ai une autre planche, je pourrais en faire des milliers comme ça, parce que régulièrement mon tableau des alertes se reconfigure. Vous savez, vous avez le glyphosate qui a beaucoup monté ces dernières années, il était un peu en mode mineur. Les OGM cachés sont devenus justement la question des nouveaux OGM. L'huile de palme a beaucoup émergé dans les questions agro ces dernières années. Il faut fermer les abattoirs, n'est-ce pas? La biologie de synthèse. Enfin bref, je peux vous en faire comme ça des centaines. Et au fond, j'essaye de circuler avec mes collègues et donc ces amis logiciels qu'on a développés, parce que sans nos entités numériques, on n'y arriverait pas, c'est clair. Alors, les entités numériques, elles vont nous servir essentiellement à produire des choses comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, de regarder au fond la carte, à un moment donné, des objets controversés. Alors, je ne vais pas tous les prendre, mais vous voyez, par exemple, que les OGM occupent une place assez centrale dans ces questions. Un des enjeux qui est assez récurrent dans toutes ces questions-là, dont tu n'as pas parlé, mais qui est quand même sous-jacent depuis les années 80, c'est la question du principe de précaution, qui est un principe d'incertitude, enfin qui est principe d'action en régime d'incertitude. On ne sait pas, alors il faut agir. C'est un peu le principe
C'est le contraire de dans le doute, abstiens-toi, c'est dans l'incertitude, agis. Ce qui a été difficile à faire comprendre dans pas mal de milieux professionnels et scientifiques, parce qu'il y avait justement en face ce qu'on appelle des activistes qui l'interprétaient comme il y a une incertitude, on arrête tout. Bon. Ce qui est un des objets de la dispute très souvent. En tant que sociologue, dans un premier temps en tout cas, j'essaye de garder la juste distance. Après, en tant que sociologue embarqué, comme la plupart d'entre nous, on est toujours embarqué quelque part, ou citoyen, j'ai un avis évidemment là-dessus. Tu as dit que tu donnais ton avis là-dessus tout à l'heure, on en arrivera là. Les pesticides et la biodiversité, les deux terrains qui sont les plus proches de la question des OGM et qui sont vraiment mêlés, c'est fondamental. On pourrait presque dire que c'est le même dossier, à part que ce n'est pas les mêmes institutions, ce n'est pas les mêmes acteurs tout le temps. Ça ne chemine pas de la même manière, mais ça va très vite interagir. Voilà, donc moi, la question des faibles doses aussi, je reviendrai. Bon, et là, je l'ai fait très vite. Donc vous avez des bouquins, des articles, plein de trucs en ligne. Je ne peux pas le redévelopper parce que sinon je vais bouffer tout le temps qui m'est imparti. Et je voudrais quand même entrer un peu dans l'objet. Alors, une première manière d'entrer dans ces objets-là, c'est de prendre connaissance de la littérature de synthèse et un texte qui fait des centaines de pages, qui est un rapport qui a été remis au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, technologiques, qui est une institution importante du Parlement, mixte Sénat-Assemblée, qui est un peu en crise ces derniers temps, c'est filmé, je le dis, parce qu'elle a beaucoup fonctionné sous aussi la direction de gens qui avaient une certaine idée de ce qu'il fallait faire avec cet office, notamment Jean-Yves Le Déaut, qui a été, je crois, 7 fois ou 6 fois député, de la Meuse d'ailleurs. C'est possible. Oui, il a été réélu. Première fois en 86. Oui, mais enfin, comme il y a eu des dissolutions d'Assemblée, enfin, il a réussi. Et il a pris en charge, étant, il y a une formation scientifique avec d'autres, d'essayer de dire les questions scientifiques et techniques vont devenir de plus en plus des questions fondamentales pour le politique. En fait, ils se sont retrouvés un petit groupe de gens à bosser sur ces questions, et très rapidement, la liste des questions et des dossiers, un peu comme moi, n'a cessé dans les déchets radioactifs, le climat, le bisphénol, la souffrance animale, en fait, tout leur arrivait, et ils ont fait un travail remarquable. Vous avez un nombre de rapports, je pense que seuls nos logiciels les ont vraiment lus, parce que c'est tellement dense, c'est tellement... Vous voyez, rien que le truc, vous avez la recherche en biotechnologie a réalisé des avancées majeures depuis le début des années machin. On va plutôt tourner vers le technoprogressisme. C'est-à-dire que le ton qui va être donné, c'est ça. L'espoir des biotechnologies appliquées à la médecine humaine, qui est toujours l'argument qu'on met en avant. Vous savez, d'ailleurs, sur les OGM, il y avait l'insuline, ça a toujours été un argument. Faire des PGM, des plantes génétiquement modifiées pour produire artificiellement. Alors voilà, ça rejoint la question de l'insuline pour les diabétiques. Les biotechnologies appliquées à la lutte biologique, etc. Par exemple, faire des moustiques transgéniques pour éliminer les mauvais moustiques. Vous vous rendez compte, là, ça a été expérimenté, au Brésil notamment. Stérile. Oui, c'est ça. Et puis les biotechnologies appliquées à l'agriculture. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez bien le rapport, je ne vais pas le faire, c'est que dès le départ, le Déaut dit, bon, la France a raté le tournant des OGM. Je le résume, c'est sous contrôle. Bon. On est filmé maintenant, voilà. On peut dire, on dit des bêtises forcément, mais c'est pas grave. J'ai pas tout le verbatim, sinon on n'y arriverait pas. On va pas rater les nouvelles techniques de modification génétique, sous-entendu, entre autres, CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, voilà. C'est-à-dire cette technologie qui va associer des méthodes jusque-là assez artisanales, mais qui ont été justement transformées de manière à donner cette image. Alors, je ne suis pas un technicien de la génétique, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'on parle de ciseaux, donc on va enlever un morceau, on va en mettre un autre, un copier-coller, on parle d'édition génétique, de gene drive, ou gene editing, c'est-à-dire une imagerie au fond très informatique, mais en fait en réalité c'est beaucoup plus compliqué. Vous introduisez un élément via une bactérie, un virus ou une protéine dans un environnement, vous allez faire des chocs entre des cellules, et en réalité c'est un processus très compliqué, et très vite des débats ont émergé, on y reviendra. Le technoprogressisme, il a ses défenseurs, ses promoteurs au niveau mondial, dans des agences, dans les think tanks, dans les milieux scientifiques. Les plus connus sont ceux qui vont aller vers le transhumanisme et qui vont annoncer justement une révolution, etc. Et vous voyez que les biotech sont bien embarqués dans la transformation via par exemple des nanotechnologies, puisqu'on arrive au fond à mettre sur le marché à partir de 2030 par là, même avant,
d'une médecine qui fait reculer le vieillissement ou qui l'annule. Il y a évidemment le cancer devient une grippe, en gros, à peu près. Hein. N'ayez plus peur des cancers, d'ailleurs c'est le titre d'un bouquin qui marche bien en ce moment. En gros, pas un problème, quand vous allez, vous passez un diagnostic, on vous donne un machin, c'est guéri, salut. Donc évidemment, les questions d'infertilité qui deviennent, comme vous savez, centrales depuis des années, du fait d'ailleurs aussi de connexion à la chimie et à tout ça. Et puis la médecine régénérative, c'est-à-dire que vous avez progressivement un humain qui peut se régénérer lui-même avec ses propres cellules, faire une espèce d'économie, de bioéconomie corporelle. Bon, tout ça, en fait, recopie un modèle qui est lui-même controversé, qui est la loi de Moore en matière informatique, qui est supposée, vous savez, tous les 18 mois, vous avez doublé la puissance des ordinateurs. En fait, aujourd'hui, elle commence un peu à se tasser. Et surtout, ce qui n'est jamais rendu visible là-dedans, c'est qu'il faut aller chercher des métaux rares, des terres rares ou des trucs comme ça de plus en plus loin, et il faut parfois faire des guerres même. Enfin bon, bref, cette belle courbe, en fait, vertueuse en apparence, est beaucoup plus compliquée du point de vue géopolitique. Par contre, ça prend des formes très concrètes, c'est pas que du discours. Il ne s'agit pas de dire que c'est du discours. Vous allez, si vous savez pas quoi faire, vous baladez au Génopole d'Evry un dimanche après-midi, s'il pleut, et vous allez voir que ça apprend encore. Vous avez des start-up, des instituts, vous avez des forums, vous avez des débats. Et vous avez ici le lieu où, en France en tout cas, l'innovation des biotech est supposée se produire. Et évidemment, on parle beaucoup de CRISPR-Cas9 et compagnie dans ces affaires-là, puisque donc, une partie des sujets qu'Antoine a évoqués sont déjà là, hein, la biosurveillance, la question de sécurité, le biohacking, justement, de qui peut faire des manipulations, au-delà des grandes firmes, justement, enfin bref, etc. Bon, là, c'est un exemple, je ne voulais pas insister, pour vous montrer que vous allez trouver une littérature considérable aujourd'hui disponible qui vous annonce quand même des promesses sérieuses. Hein, parce que, voilà, je passe. Vous voyez qu'on est vraiment dans CRISPR qui vient au service de la lutte contre le cancer, par exemple. Alors, premier point d'arrêt, qui ne date pas d'aujourd'hui, on peut remonter au 19e siècle, bien avant, selon certains historiens, mais moi, je me contenterai, par exemple, de Jacques Ellul, qui a fait un très beau texte connu sous le terme « le système technicien », qui pointait déjà énormément de problèmes dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'au fond, on solutionne, on avance solution par solution, on empile les technos, et on empile les problèmes, en fait. Et plus on fait de technologie, et plus on rend les technologies dépendantes d'un système technique. Évidemment, imaginez que si vous avez une rupture du réseau, là, Internet, ou du courant électrique, enfin bref, les technologies deviennent interdépendantes, donc on a créé un écosystème artificiel basé sur les technologies, qui, évidemment, gagne de plus en plus sur les écosystèmes, entre guillemets, supposés auto-organisés selon des lois de l'évolution ou de l'adaptation. Et on se retrouve aujourd'hui avec une liste de problèmes dès qu'une technologie surgit qui est considérable et qui est connue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de surprises. On sait qu'on va avoir des enjeux de déchets, des enjeux de maintenance, des enjeux de pollution et de risques environnementaux, des questions de matières premières, des questions de stabilité par rapport aux autres technologies environnantes. La question, voilà, j'avais pris l'année dernière l'exemple de la gare Montparnasse, typiquement une nouvelle technologie annoncée à grand coup de publicité comme seule la France sait le faire, vous savez. Et puis 15 jours après, et en fait c'était un petit truc dans une armoire électrique qui a lâché, quoi. Enfin, vous voyez, donc bon, nous en sociologie on est habitués à ne pas être surpris quand les choses lâchent, je ne vais pas en revenir. Et surtout qu'il y a une tradition critique qui a émergé notamment en Allemagne, je vais vite, hein, autour d'un auteur que vous avez forcément entendu ici, qui est Ulrich Beck, qui lui-même vient d'une tradition, je ne vais pas citer Hans Jonas ou Günther Anders et tous les autres, qui va au fond mettre en question cette idée qu'une société peut s'organiser et définir ses biens communs et ses formes de vivre autour des technologies et des technosciences, et que justement, il ne s'agit pas d'irrationalité de la part de public qui ne comprenait rien à la science, mais bien d'un doute sur le fait que la rationalité scientifico-technique est la solution aux problèmes de civilisation. Et donc là, on est dans une tension qui va devenir de plus en plus grosse, de plus en plus énorme, et difficile à évacuer, etc. Là, vous avez une autre solution qui a beaucoup marqué les institutions européennes, qui a été portée par Funtowicz et Ravets, tu connaissais ce truc, donc, sous le nom de Post-Normal Science,
Cette idée qu'on n'est plus dans la science normale, ni dans la science kuhnienne, avec des ruptures de paradigme, mais dans ce qu'ils appellent une science post-normale, c'est-à-dire qu'il y a l'incertitude au programme à tous les étages. Et donc pour traiter l'incertitude, on va devoir en fait changer ses modes de production du knowledge, du savoir, de la connaissance, et surtout en travaillant les échelles, en travaillant les extériorités de la science, c'est-à-dire travailler avec d'autres acteurs que des scientifiques, des citoyens évidemment, des contre-experts, organiser le débat, vous voyez, étendre la participation et surtout travailler sur une diversité, c'est-à-dire éviter d'avoir un seul modèle au fond de développement scientifique qui serait la panacée par rapport à laquelle on évaluerait toutes les évaluations, parce que c'était sous-jacent dans ton propos, qui par exemple évalue la littérature qu'on va utiliser pour dire si quelque chose est connu ou pas dans un domaine. C'est une bagarre à chaque fois. Alors on va dire, on prend les revues de rang A. Alors on va regarder qui contrôle les revues de rang A. Et puis bon, vous allez retrouver là, sur des paradoxes. Voilà. Bon, j'en viens à mes 4 récits. Et ça sera, après, je m'arrête sur le côté un peu théorique. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, on est pris dans ces 4. Et en tant que sociologue, on essaie de se tenir en équilibre au milieu. Vous avez le récit de la rupture technologique, je viens de le refaire. Bon, là, j'ai rajouté géoingénierie, nano, artefacts numériques, les nouvelles missions spatiales. Hier, j'étais au CNES à Toulouse, on travaille avec eux. Pourquoi pas la fusion nucléaire, enfin, tout ce qui va, au fond, à la fois sauver la planète, l'humain, la science et l'avenir radieux. En face, vous avez l'effondrement, donc vous connaissez maintenant quand même le topo, hein, 6e extinction d'espèces, climat, les déplétions multiples, hein, la fin des hydrocarbures, les pollutions monstrueuses, la mer de plastique, tout ce que... Bon. En face de ça, vous avez, et c'est pour ça que j'aime bien la position d'Antoine, parce que lui, il voit bien à l'intérieur d'un modèle qui devrait être dominant, qui est celui de l'adaptation et de la régulation de nos systèmes par des bons dispositifs d'expertise, par des agences, par des systèmes de veille, la surveillance générale, ça relève de ça, des débats publics, des conférences de citoyens, bref, une bonne gouvernance des risques, répartir les choses de façon à ce que les équilibres soient maintenus et qu'on arrive à fonctionner malgré justement les deux délires. On va tout transformer ou inversement, tout va s'effondrer et il n'y a plus qu'à s'adapter à l'eschatologie. En face, il y a, et ça tu l'as pointé sans le pointer, aujourd'hui une pluralité de ce qu'on appelle, avec Josquin Debaz dans notre dernier bouquin, des contre-anthropocènes, c'est-à-dire des figures alternatives de la trajectoire des humains, de la nature et des technologies, qui consiste à investir. Alors ça commence avec des jardins partagés, avec de la permaculture, avec des villes en transition, avec des territoires décroissants, avec des énergies renouvelables partagées. Enfin, au fond, aujourd'hui, on va proliférer, mais au niveau planétaire, hein, alors c'est des petites tâches comme ça, d'autres façons de penser les écosystèmes humains et non humains. Et en agriculture, c'est particulièrement visible, puisque le mouvement anti-OGM va notamment à la fois se nourrir de ces alternatives et en même temps les mettre en avant. Vous savez, c'est la fameuse biodiversité cultivée que va défendre par exemple, pas simplement la Confédération paysanne, mais Via Campesina, qui est une espèce de groupe d'ONG, mais syndical en fait au niveau international, ou le réseau Semences Paysannes, qui est un réseau sur lequel je reviendrai. Bon voilà. Là je suis encore un peu dans la théorie malgré tout, mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'Agence européenne pour l'environnement avec laquelle j'ai un peu travaillé, qui est une agence un peu trop mal méconnue, je trouve, dans les analyses sur la régulation des risques, les conflits d'environnement, etc., qui fait un travail énorme de diffusion d'études, de données et aussi de réflexion sur l'évolution de nos sociétés. Et en 2010, ils avaient fait un peu une synthèse de leurs travaux. En gros, ils disaient on est passé d'un monde où les politiques, donc justement les gestionnaires de risques, avaient affaire à des choses spécifiques, avec des cibles relativement déterminées, une usine chimique, un type de pollution, avec des sources relativement bien localisées et un concept relativement linéaire de causalité. Tel polluant produit tant de cancers, etc. On régule, on abaisse les seuils, etc. Alors, ils disent que ça continue parce qu'on reste dans ce truc-là. On est passé ensuite, alors ça c'est la génération vache folle sida, hein. Moi j'ai beaucoup connu, j'étais jeune. C'est-à-dire quelque chose qui passe par des voies totalement inédites. C'est-à-dire que c'est plus localisé. Vous avez un machin qui passe par le rouge à lèvres, comme les dérivés du bœuf venant de la vache folle, et où tout à coup alerte sur les rouges à lèvres. Vous avez une petite coupure là, et vous avez un truc de rouge à lèvres qui contient le fameux prion de la vache folle, qui vient d'un certain régime d'élevage qu'on ne va pas redévelopper ici, et vous avez un risque. Alerte mondiale.
À un moment donné, il y a un flacon de sang qui a fait lever toute une alerte au niveau mondial, qui potentiellement mettait à risque une population de receveurs de Creutzfeldt-Jakob, enfin la nouvelle variante de Creutzfeldt-Jakob, la maladie donc dérivée de la maladie de la vache folle. Donc là, on est dans le diffus, on a une multiplicité de causes, parce qu'on ne peut pas identifier la source forcément. Ça peut être régional, la vache folle, ça a été très européen, c'est assez original d'ailleurs. Vous savez que l'Inde voulait récupérer nos vaches, en disant vous n'allez quand même pas toutes les tuer, etc. Donc ils avaient proposé de les recevoir. Aux États-Unis, il n'y a quasiment pas eu de cas, quelques cas sporadiques, mais donc on voit bien qu'il y avait un effet là aussi d'écosystème régional, de manière de concevoir la filière bovine et de la faire se digérer elle-même d'une certaine manière. Donc là, la manière de construire les politiques va être différente. Il va falloir construire des politiques intégrées, basées aussi sur un avertissement continu du public. Parce qu'il va falloir pouvoir justement élargir les points de surveillance. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir dire « j'ai observé ça ». Et aujourd'hui, enfin dans les années 2000, selon l'Agence européenne, mais c'est assez sensible, on serait dans le risque systémique, c'est-à-dire au fond, les causes sont complètement complexes, interconnectées, souvent globales, et au fond, le problème, c'est que les politiques, on va voir à Katowice dans la semaine comment ça va se passer, mais en gros, il faut arriver à harmoniser des choses qui sont totalement hors de portée de la définition classique de la politique. Vous trouverez le développement de ça dans 2 énormes rapports que je trouve absolument géniaux, moi, qui sont en ligne et gratuits depuis longtemps, de l'Agence européenne, qui est Late Lessons from Early Warnings. Donc le premier, c'est très historique, c'est comment on a raté une vingtaine de dangers en traînant en fait la décision politique, c'est-à-dire en ne regardant pas sérieusement ce que faisaient les scientifiques, ou les scientifiques eux-mêmes en ne prenant pas conscience éventuellement des conséquences d'un certain nombre de choses. Et en 2013, donc j'ai un peu participé, voilà, comment justement la question de la précaution et de l'innovation peuvent être repensées aujourd'hui, et les incertitudes complètement... Alors, du point de vue sociologique, ça veut dire qu'on va devoir sortir d'un conséquentialisme borné, que j'appelle le type 1, quand je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le terme borné, à un conséquentialisme ouvert, c'est-à-dire de type 2, c'est-à-dire où les conséquences, précisément, ne sont pas toutes connues. On va découvrir, chemin faisant, les effets de tel ou tel événement. Alors, tu parles d'événement de transformation, c'est un terme technique de la génétique, mais un événement comme Fukushima, par exemple, continue à produire des conséquences qu'on n'avait pas forcément soupçonnées. C'est-à-dire, par exemple, la relance des nucléaires anglais. Bon, enfin, je dis ça, c'était pas complètement anticipé, quoi. Bref, surtout de nouvelles vulnérabilités qui vont apparaître, mais aussi des opportunités pour des acteurs, évidemment. Si vous voulez apprendre à démanteler les réacteurs, vous allez beaucoup apprendre à Fukushima, évidemment. C'est une opportunité aussi pour faire des apprentissages. Bref, je passe. Bon, là, vous voyez, il y avait une allusion à un célèbre sociologue, parce que la question des conséquences non anticipées de l'action, c'est un vieux souci des sciences sociales. C'est-à-dire qu'au fond, on a des acteurs qui ont des buts, des stratégies, et puis le résultat, évidemment, émergent n'est pas forcément celui qui était visé. On y reviendra. Bon, je passe là-dessus. On reviendra dans la discussion, c'est des différentes manières de penser aussi les transformations du savoir, sortir d'une vision linéaire et progressiste, où la science avance, simplement, et puis on aurait des gens qui seraient de moins en moins capables de se l'approprier parce qu'elle est de plus en plus complexe, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des turning points, il y a des conflits de paradigmes, il y a aussi des moments d'épuration, c'est-à-dire où des disciplines arrivent à imposer une axiomatique. Ça a été le cas, par exemple, de l'économie néoclassique pendant un certain temps. Alors, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Elle est un peu en crise, on va dire, à un moment donné, parce qu'elle ne rend plus compte de la réalité. Et puis surtout l'émergence de formes participatives de recherche de plus en plus tangibles, qui produisent des choses. Pas simplement les gens qui comptent les papillons, parce que ça a beaucoup été, mais qui vont aussi intervenir, par exemple, dans la définition des matériaux nécessaires pour les nouveaux satellites. Le CNES, actuellement, a une très belle application où les gens viennent contribuer à définir avec quels matériaux on peut faire les satellites durables, c'est-à-dire écologiquement, parce qu'il y a tout un problème. L'industrie des satellites, c'est aussi générer des déchets dans l'espace. Vous voyez, le genre de conséquences. Bref, ça, si je le fais, j'en ai pour 1 heure, donc je ne le fais pas, mais je veux vous dire simplement que, contrairement à ce que disent des méchants rationalistes indignés, que je suis un méchant relativiste, c'est faux. Je m'intéresse depuis longtemps à la question de la preuve, et maintenant j'ai figé un peu les choses sous la forme d'un triangle, où une preuve qui tient quelque chose de tangible, de solide, va articuler une axiomatique,
un régime conventionnel, c'est-à-dire des ontologies, des accords passés entre des acteurs pour définir les choses, des définitions, si vous voulez, qui ne sont jamais totalement axiomatiques. Il y a un côté arbitraire, effectivement, dans le fait de dire ceci, c'en est, ça, c'en est pas, etc. Et puis ça va varier selon les cultures. Et puis un régime phénoménologique, c'est-à-dire de retour. Montrez-moi votre caillou sur Mars, là, vous pouvez grossir un petit peu, zoomer. Donc, revenir finalement à quelque chose qu'on fait tous les jours, savoir quelle heure il est, vérifier des états de réalité. Et quand vous avez cette circulation qui se passe, vous avez quelque chose qui tient la route, qui est solide. Donc on est loin du relativisme. Mais évidemment, c'est tellement compliqué d'atteindre ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des controverses. Et donc de l'incertitude. Ça, c'est un tableau qui circule depuis longtemps, qu'on a republié dans le dernier bouquin, mais qui a été déjà en place il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a 4 formes d'expertise qui tentent quand même à s'imposer sur tous ces sujets-là. Antoine peut en reparler, parce que l'expertise collective, tu connais bien, je pense. Ça n'allait pas de soi, hein. Il y a une vingtaine d'années, je crois que la première vraiment en France, c'était l'INSERM sur l'amiante, dont le rapport d'ailleurs avait été retardé par Claude Allègre, qui ne voulait pas le sortir. La contre-expertise, elle existait avant, c'est en gros expert contre expert, c'est-à-dire que notamment au tribunal, vous allez chercher un autre support d'expertise et il va y avoir une bagarre sur une question de réalité. Une expertise moins facile à identifier qu'une expertise distribuée, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité d'acteurs qui concourent à produire de la connaissance, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnés entre eux. Chacun produit des données, des analyses, et ça fournit au fond une espèce de norme commune. Il n'y a pas de véritable décideur, il n'y a pas de porteur. Ça émerge comme une espèce de savoir commun. Et puis surtout, l'expertise dialogique. Alors, beaucoup défendue par Michel Calon à une époque avec ses forums hybrides, dont vous avez peut-être parlé, non, je ne sais pas. Calon, non. Non. Ah ben voilà, c'était le surgissement de Michel Calon au séminaire. Voilà. Voilà. Et puis, donc, avec cette idée de faire participer des acteurs qui ont des savoirs, des connaissances et qui peuvent parfois poser des questions, qui peuvent modifier, en fait, littéralement, les programmes de recherche. Bon, je passe, mais c'est important d'avoir ce landscape, là, ce paysage derrière, pour comprendre, au fond, pourquoi le dossier des OGM, certains vont le présenter comme une espèce de grand échec, typiquement français, les Gaulois réfractaires, finalement. On n'arrive pas à assimiler une technologie. Alors d'ailleurs, je vous montre ici que ce n'est pas franco-français, parce que là, c'est les Allemands. C'est très drôle, parce que c'est à propos d'une pomme de terre transgénique. Et comme c'est porté par un groupe de la chimie, il y avait une très belle image. Vous aviez en fait une pomme de terre encastrée dans un produit typique de la chimie allemande. Bref. Tout ça pour dire que les conflits ne sont pas nécessairement improductifs du point de vue des connaissances. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. Le fait qu'à un moment donné, quelque chose monte en tension, tu as parlé de tension tout à l'heure, ça va générer un besoin de connaissance. Et des acteurs vont surgir dans l'arène avec des propositions diverses et variées. Et au fond, le niveau de concernement et d'intérêt de beaucoup d'acteurs pour ce dont ils retournent va aller crescendo. Et au fond, même si le conflit n'est pas réglé à la sortie, on a appris beaucoup de choses. Alors je pourrais prendre plein d'exemples. Ici, je cite le réseau Semences Paysannes, qui fait au fond un peu de sociologie, là, en disant, vous voyez, maintenant, il y a 2 modèles. Alors, je pense qu'il y a plus que 2 modèles d'agriculture. Là, ils exagèrent un peu. Ils font un peu une typologie de master première année. Hein, mais voilà. Au fond, il y a la version révolution verte, industrialisation de l'agriculture, etc. Et puis, il y a la version qui peut être pour une révolution agronomique où les cultures doivent se faire dans le respect de la biodiversité, agriculture biologique, agroforesterie, agriculture écologiquement intensive, agriculture de conservation des sols, qui font en fait appel à des domaines avec des plus humanistes et visant au fond à transformer le modèle agricole et à le subvertir d'une certaine manière de l'intérieur, mais surtout en commençant par les bords. Donc en revenant à des petites cultures, ce qui évidemment a beaucoup nourri la guerre des OGM. Donc vous trouverez le rapport en ligne. Alors je m'étais bien accroché avec l'EDO et compagnie. C'est normal, hein, s'il n'y avait pas de controverse, on s'ennuierait. J'avais intitulé une conférence « L'histoire des OGM n'est pas une controverse ratée, mais un conflit réussi ». Je me rappelle encore avoir reçu un email de l'assistante qui dit « Vous ne pouvez pas changer votre titre ?» parce que je dis non. Et c'est-à-dire qu'un conflit réussi, c'est-à-dire qu'au fond, des options se sont affirmées, posé comme incommensurable par un certain nombre d'acteurs.
des enjeux de biens communs comme la biodiversité par exemple, ou l'information du consommateur, ou le libre choix des consommateurs. Et finalement, la loi sur les OGM de 2008 va tenir compte de ça. Donc vous le trouverez le rapport en ligne ou en passant par là. C'est un vieux truc. Bon, ça c'était pour vous montrer que je blague pas. J'ai été accusé de porter un assaut postmoderne contre la science. Ce qui est quand même un abus de langage, parce que j'ai jamais revendiqué le postmodernisme. Et que franchement, je prends au sérieux la science. Antoine peut en témoigner. J'essaye de comprendre ce qui se passe, je ne dis pas trop de bêtises. Et surtout, c'est pas l'objet. Et là, vous voyez, je suis le pire. Francis Chateaurenaud voit dans cette affaire le résultat de notre... Voilà. Bon, en gros, on voit ainsi poindre de nombreux thèmes chers aux postmodernistes dans les sciences, participation des parties prenantes, quelle horreur, coproduction des savoirs, ouf, monstre, mise en controverse, comme si la science pouvait se passer de controverse. Voilà, bon, c'est assez bizarre, le tout accompagné d'une bonne dose de relativisme. Donc là, on est dans un conflit intéressant avec l'Association française d'information scientifique, qui incarne une forme de rationalisme, mais dont il a été montré, notamment par Stéphane Foucard et d'autres, qu'il y avait quand même des conflits d'intérêts énormes, et que cette association roulait beaucoup quand même pour des grands groupes de la chimie, et je le redis jusqu'au jour qu'il m'attaque en diffamation, comme ça on pourra parler de moi à la télé. Mais bon, je passe là-dessus. Bon. J'en viens maintenant, il me reste quoi, 5-10 minutes. Les OGM, c'est aussi une division du travail mondial. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'en fait, on a des continents qui se sont colorés d'une certaine manière. Alors le Brésil, c'est pas mal. Hein. Le Brésil, ils sont très en avance. Hein. D'ailleurs, nos bestiaux mangent en partie du soja transgénique venant du Brésil, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Les États-Unis, évidemment, ont misé beaucoup là-dessus. Le Canada, pas mal. Vous voyez qu'il y a l'Inde qui a pas mal développé les OGM, l'Argentine aussi, mais au fond, le reste des continents et des pays restent assez éloignés. En Europe, il y a quelques pays, mais c'est essentiellement l'Espagne, sur certains types de cultures. C'est quoi la clé des couleurs? Alors, plus c'est foncé, plus il y a d'OGM. C'est voilà. En nombre d'hectares, superficie des cultures d'OGM par million d'hectares. Voilà. Donc ça fait quand même une division du travail mondial. C'est-à-dire que c'est pas anodin. Ça définit une géopolitique. Hein. C'est pas simplement des petites disputes comme ça entre quelques activistes et quelques experts. On est vraiment pris dans ce jeu géopolitique. C'est-à-dire que chaque nouvelle étude, chaque nouvelle décision, en fait, va entrer dans ce jeu. Donc il faut le savoir parce que, évidemment, plus qu'intéressant, si on regarde en tendance, on se rend compte que le Brésil, par exemple, est déjà en forte accélération depuis les années 2000 et qu'avec ce qui vient de se passer politiquement au Brésil, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les États-Unis restent évidemment les plus gros producteurs, mais ils sont toujours en croissance. Et il faut voir au fil du temps, etc. etc. Bon. Là, j'en viens au point important, c'est que nous, avec nos logiciels et nos démarches d'enquête, on a à la fois on analyse au fond l'ensemble de ce que vont produire les acteurs sur une question, là c'est les OGM. On va le faire à peu près sur tous les dossiers qu'on suit. Et en même temps, on va faire du terrain, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va aller voir de plus près ce qui se passe pour comprendre. Alors, il y a différentes phases. Il y a la partie un peu historique. On a fait un petit peu d'archéologie, qui est l'époque que tu as connue, hein, la commission du génie biomoléculaire, c'était ça le titre. À partir de 93, voilà, je suis arrivé juste avant. Voilà, ça monte là. Alors, c'est très peu public, hein, bon, là, c'est le nombre de documents du corpus, hein, c'est quelques dizaines, vous voyez, etc. Et puis tout à coup, il se passe quelque chose en 96-97, le soja fou, où Greenpeace a eu ce coup de génie de communication complètement pervers. Salut les gars de Greenpeace, il faut assumer. C'est-à-dire, il y avait la vache folle, et ils ont dit, on va communiquer sur le soja fou. Il n'y a aucun rapport, en fait, parce que ce n'est pas du tout le même processus qui est en jeu. Mais comme une cargaison de soja transgénique arrivait aux Pays-Bas, je crois. La première. Ils l'ont intercepté et ils ont communiqué sur ça. Et à partir de ce moment-là, le dossier des OGM est devenu une affaire publique massive. C'est-à-dire que vous avez un suivi de presse, des débats politiques, des débats partout, des controverses scientifiques, des procès, etc. Avec un moment fort qui est le surgissement de Beauvais Superstar. Ça, c'est notre logiciel qui l'appelle comme ça, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. C'est sérieux. Hein. C'est-à-dire que Beauvais arrivait à un score très supérieur au président de la République dans les corpus, ce qui était assez rare. C'est-à-dire que c'est assez rare. Enfin, en général, on a toujours les personnages politiques les plus importants qui sont le plus haut. Jacques Chirac, en l'occurrence, à l'époque. Beauvais, il explosait Chirac. Et donc là, il y avait un moment, un marquage, une personnalisation du conflit, alors ce qui évidemment mettait en colère énormément de gens, hein, notamment à l'INRA d'ailleurs, parce qu'il y avait évidemment
transformation complète des enjeux, quoi. On n'était plus dans le même truc. Juste avant ça, vous avez une conférence citoyenne sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais qui a été très très importante. Ça vaut le coup de relire encore aujourd'hui le résultat de cette conférence. Donc on a tiré au sort des gens, on a fait plancher sur les OGM en écoutant les experts. C'était la première en France. Marie-Angèle Hermite a beaucoup écrit sur cette question-là. Vous devriez l'inviter un jour parce qu'elle c'est une vraie, elle connaît par cœur ce truc-là. Et puis le passage, donc la fameuse directive 2018 dont tu as parlé, qui marque donc la régulation européenne avec cette définition. Donc on a vu d'ailleurs que l'être humain est sorti de la définition. On appelle OGM à l'exception des êtres humains, ce qu'ils disent. C'est être, enfin bon, tous les organismes, etc. Les faucheurs volontaires qui vont collectiviser le processus critique avait été porté par Beauvais et ses amis, bénéficiant, ça il faut le savoir quand même, de l'appui de la grande distribution. C'est-à-dire que c'est ce que disent d'ailleurs les activistes les plus convaincus. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais gagné la bataille des OGM sans Auchan, Carrefour, Leclerc et compagnie. Bien sûr. Ah oui. Donc voilà. Comme quoi le capitalisme n'a pas que du mauvais côté parfois. Enfin, oui, c'est plus compliqué, c'est toujours plus compliqué que les bons et les méchants. La loi de 2008 qui a suscité des débats, alors ça a été extraordinaire. Rappelle-toi les amendements, au dernier moment les trucs pour faire passer des trucs, etc. Ça a été d'une intensité incroyable. Et puis pouf, une chute d'intensité, mais la création du HCB, du Haut Conseil des biotechnologies, qui va jouer un rôle important dans la suite. Et là, tout le monde pense que ça va entrer dans une phase de pacification. Pourquoi ? Parce que la loi pose la liberté de produire et consommer, c'est à peu près ça les termes, avec ou sans OGM. Et donc ça veut dire, attention, si vous faites des OGM, distance entre les cultures, tu as beaucoup travaillé sur ces questions-là, traçabilité pour être sûr que justement, le fameux 0,9% est aussi lié à ça. Il y a le 0,1 aussi pour le bio, enfin bon, c'est toute une histoire. Et donc on a en fait un moment où tout le monde se dit, bon ben voilà, c'est clair que les maïsiculteurs du sud-ouest, ils vont y aller. Puis finalement, ils n'y sont toujours pas allés d'ailleurs. Il se passe en 2010 un événement curieux qu'on appelle l'arrachage de Colmar. Parce que la pacification était telle qu'il y avait cette expérience organisée par l'INRA sur des vignes, sur plus exactement un greffon de vignes. Vous savez que les vignes ont des maladies, et parmi ces maladies, il y a la maladie du cournouet, qu'aucun antibiotique, aucune solution, enfin tu me corriges si je dis des bêtises, ne parvenait à solutionner. Donc les viticulteurs, évidemment, donc il y avait une demande, et il y a eu un essai OGM avec l'accord donc des opposants anti-OGM, en disant ok, on regarde ce qui se passe. Et pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer là, mais vous trouverez des traces, tout à coup cet essai est détruit. Et détruit d'abord par un type seul, qui le fait un peu contre l'avis du groupe, et puis après par le groupe qui le fait de manière consciente, qui dit non, en fait, derrière tout ça, il y a une volonté de breveter, il y avait une espèce de théorie du complot aussi un peu qui était engagée là-dedans, mais en tout cas, ça crée une nouvelle crise, et au fond, la paix des OGM, voilà, c'était une fausse paix, et ça repart. Ça va rebondir à nouveau dans un moment qui est très très fort, qui est l'étude Serralini. Qui n'a jamais entendu parler de Gilles-Éric Serralini et de la crise du Monsanto 810, du NK NK, c'est 603. 603, pardon, oui, je confonds avec le 810. Il y avait les deux, ouais. Enfin, bon. Où il a, pendant 2 ans, secrètement nourri des rats, et à la sortie, les rats avaient des tumeurs magnifiques, tellement magnifiques qu'elles faisaient la une d'un certain nombre de supports de presse, ce qui lui a été reproché parce que c'était plus scientifique du tout, enfin bref. Et ça a mis créé une polémique, mais qui avait quelques avantages, c'est-à-dire de poser la question de la toxicologie réglementaire, c'est-à-dire comment on évalue. Vous savez que l'OCDE, je n'étais pas rentré dans les détails, mais dans les protocoles réglementaires, fixe les études au maximum de 3 mois, c'est ça, avec un certain type de rats qui ont été standardisés pour les études, un certain type de population comparée, les fameux tests en aveugle, avec les rats qui sont en placebo, tout ce que vous voulez. Et puis au fond, Serralini lui met la pagaille parce qu'il fait un cocktail avec le fameux Roundup qu'il rajoute. Et il montre qu'il dit, j'essaye de me rapprocher des conditions réelles, avec des problèmes méthodologiques énormes, mais qui met un peu en question au fond l'espèce de ronronnement de la régulation de ces questions-là, et qui remet les OGM sur la table au moment même où Monsanto d'ailleurs devait valider ses maïs au niveau européen. Voilà. Vas-y. C'est la discussion.
je vous dis encore 2 trucs et puis on y va. Parce que là, Rapidement pour qu'on ait le temps. bon, là, voilà, là, vous voyez, non, mais c'est des dossiers, là, franchement, j'y vais très vite. Ça rebondit encore donc, dans les dernières années avec cette idée donc, de variété tolérante aux herbicides. Là, vous voyez, il y a un petit R parce que les opposants tenaient à mettre rendu tolérante pour bien justement éviter que les industriels s'abritent sur le fait que de tout temps, il y a eu des techniques pour sélectionner des plantes de façon à ce qu'elles soient tolérantes à telle ou telle chose. Et ça va faire apparaître effectivement les liens entre les techniques d'obtention végétale et ce qui va devenir les nouveaux OGM ou les OGM cachés, dans lequel CRISPR-Cas9 d'ailleurs va surgir comme une technique possible, etc. Alors là, je passe vite, ça va exploser. Je passe, vous trouverez un texte en ligne qui vous raconte tout ça. Le Haut Conseil des biotechnologies, qui était donc le lieu de l'expertise, avec à la fois un conseil scientifique et un conseil économique, social, éthique, va exploser au passage, parce que du coup, une personne, il est là, le coupable, Yves Berthaud. Vous trouverez une bonne biographie, une bonne... on peut dire une biographie dans Sciences et Avenir, je crois, c'est ça, qui vient de sortir, qui raconte un peu son parcours, le profil, etc. Il va poser des questions, et comme ces questions ne vont pas être insérées dans un compte-rendu de réunion du conseil scientifique, donc du comité scientifique du Haut Conseil biotechnologique, il va démissionner, je vais vite, et va rendre public, d'une certaine manière, ses doutes sur le fait que les nouvelles technologies génétiques sont mal évaluées, parce qu'un certain nombre de questions, notamment sur les effets hors cible, c'est-à-dire sur tout ce qui est produit la manipulation, qui n'est pas justement un copier-coller, c'est beaucoup plus compliqué, ne sont pas adressées, comme on dit, documentées, et que un certain nombre de scientifiques du Conseil ne veulent pas en entendre parler, et que donc ça va exploser, ça va créer une nouvelle polémique publique. Et les opposants, évidemment, vont se saisir de ça pour relancer la bataille des OGM. Et ils vont tellement la relancer qu'ils vont porter la question devant le Conseil d'État, qui va se dessaisir en disant on n'est pas compétent, pas étonnant, et ça va monter au niveau européen à la Cour de justice. Et donc la Cour de justice, on a attendu plus d'1 an l'arrêt, a rendu cet arrêt qui dit qu'au fond, l'article 2 de la directive relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques, méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition. Ça veut dire qu'il décide, ça relève des OGM. La bagarre était importante. C'est pour ça que j'appelle ça une bagarre définitionnelle, parce que l'enjeu, c'est celui qui va gagner la bataille aura emporté la manière définie. Ça continue. Vous voyez, là, vous avez un texte assez récent, de quelques jours, à partir d'un rapport technique. Vous voyez, les opposants, c'est important, c'est pas uniquement des faucheurs moustachus, okay, c'est aussi des gens qui ont organisé une expertise, entre guillemets, citoyenne, sur le site InfoGM, veille citoyenne d'information sur les OGM et les semences, et ils font un travail de veille sur tout ce qui se produit, au fond, du point de vue réglementaire, juridique, technique, scientifique, etc. Et donc, ils lisent cette note sur les enjeux de la détection, puisque du coup, une fois que vous avez dit que ça relève des OGM, etc., il va falloir que les industriels, ou ceux qui vont développer des techniques, puissent expliciter le procédé par lequel ils obtiennent leur variété tolérante aux herbicides, etc. Et donc il y a un enjeu de traçabilité, on peut dire des technologies, je ne sais pas comment tu dirais, détection et traçabilité de nouveaux OGM. Et donc la bagarre se continue, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une décision de la Cour de justice européenne que ça s'arrête, vous voyez qu'on va entrer de plus en plus dans les détails. Donc je finis juste là-dessus, j'ai fini là. Ce que dit InfoGM, c'est qu'évidemment, les industriels ne sont pas des idiots dans le ciel des idées, ils ont des intérêts, ils sont très présents dans les dispositifs de régulation, notamment à Bruxelles, ou à l'OMC, ou ailleurs, ou partout, à l'EFSA. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à définir à la place, en amont, le plus possible. C'est ce qu'on appelle la capture réglementaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous arrivez avec les définitions, avec les protocoles, vous écrivez d'une certaine manière les brouillons, les drafts, parce que peu de gens sont compétents dans les institutions pour le faire. Bien sûr. Et donc, après, il y a évidemment la manière de placer des experts, avec aujourd'hui des réseaux de plus en plus compliqués, puisque vous avez des déclarations de conflits d'intérêts qui sont quand même de plus en plus importantes dans ces questions de risque.
Production de l'ignorance, c'est pas tellement le type de démarche que j'ai, mais ça existe. Il y a eu des cas, on l'a vu sur le tabac, on l'a vu sur l'amiante, on le voit parfois sur d'autres dossiers, on l'a vu sur le climato-scepticisme. C'est-à-dire on envoie des contre-arguments dans l'espace public pour dire voilà, c'est absolument pas de ça qu'il s'agit, mais c'est tout à fait autre chose. Et puis le ghost management avec les astroturfs qui sont un peu à la mode en ce moment, où vous avez en fait. Donc vous avez une littérature que je vous invite à consulter. Moi, j'ai une petite préférence pour Mathias Girel, forcément, vous connaissez, à l'ENS, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Sur, au fond, la science, c'est pas uniquement produire de la connaissance, c'est aussi produire de l'ignorance, ou produire des zones dans lesquelles, de transactions entre on sait ce qu'on sait, on ne sait pas encore ce qu'on saura, on sait ce qu'on ne sait pas, et on ignore ce qu'on devrait savoir. Enfin, bon, et donc, cette espèce de zone grise très compliquée, qui fait qu'il n'y a pas effectivement facilité à poser une expertise aujourd'hui et répondre aux décideurs qui, lui, aimeraient avoir, voilà, oui ou non, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Voilà, je l'ai fait vite. Hein. Merci. Merci. Alors peut-être qu'on va justement ouvrir à la discussion, mais peut-être laisser un droit de réponse, de dialogue, je dirais, à Antoine Messiaen pour Vas-y. quelques minutes. Non, juste deux réactions. Une précision, j'ai évoqué les questions d'échelle à propos de l'incertitude, et je pense que ça rejoint des diapos parlées d'Ulrich Beck. C'est, en fait, il n'y a pas forcément incertitude sur un certain nombre de processus, au sens vraiment de l'incertitude, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une telle complexité que c'est imprédictible. C'est soit parce qu'on ne regarde pas, ou on n'a pas les outils pour prévoir ces effets systémiques. Alors on travaille ces outils. C'est vrai que moi je me situe dans un contexte du dispositif de régulation. Tu as dit le monde adaptation-régulation, qui n'est pas incompatible avec les espaces de liberté. J'en ai souligné quelques limites. Après, à titre personnel, je me suis plutôt dans le bas, effectivement, entre les deux, que je considère pas incompatibles. La deuxième remarque, c'est à propos de l'attaque de Kunz. Et en fait, je suis frappé, moi, depuis, parce que je suis rentré dans l'histoire en 93 à la CGB, juste avant le Sojafou. Et avant 96, tout se passait bien. Tout se passait bien dans le sens qu'il y avait la commission des génies moléculaires, c'était le politique, les industriels, les scientifiques, les experts. Il y avait un trio, c'était construit. Et la France était très fière, parce que ça cognait en Allemagne, à l'époque, dans les années 80. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, avant de mettre un premier OGM dans le champ, il y a eu des conflits, des procès, ça a duré plusieurs années. Nous, on est arrivés, française, en disant, on a un État qui a mis en place, avant la première réglementation européenne qui est de 90, la 90-220, la directive 90-220, a mis un dispositif. Nous étions très, très, très fiers de ce... Et évidemment, tout a volé en éclats avec l'arrivée du Sojafou. Mais ce qui me frappe, moi, c'est par rapport à cette attaque, je reviens, et pour le coup, je vais utiliser cette formule, les OGM rendent fous les scientifiques. Cette cristallisation, la façon dont on en parle, la science, a priori, le seul critère qui compte, c'est défini par la méthode. On ne se préoccupe pas du résultat. On ne doit pas être engagé personnellement dans le résultat de ce que va donner un processus, une méthode scientifique. Donc ils ne rendent pas fous les hommes politiques. Comment ? Plutôt, ils ne rendent pas fous les hommes politiques. Ah, ça rend Plutôt fou aussi les politiques. Avant, mais ça me choque plus que ça rende fou les scientifiques qui effectivement prennent des positions très, très fortes, alors qu'a priori, on n'a pas à se préoccuper de savoir. Et en 2008, quand il y a eu le moratoire, oui, avant la loi, les scientifiques ont dit au gouvernement, vous ne pouvez pas prendre cette décision. La science dit que. Et effectivement, de façon assez violente. À l'opposé, inversement, on va trouver aussi des scientifiques très engagés. Et ça m'a toujours surpris. Alors évidemment, ça a été assez facile
quand on est expert, il faut garder une distance parce que c'est très compliqué de garder une distance. Mais je ne vais pas plus loin là-dessus, mais je suis quand même frappé que... et du coup, il y a quand même peu de science là-dedans. Voilà. De démarche scientifique. Là, je trouve que la rationalité, mais, tout en disant ça, je suis d'accord avec toi que ça change aussi. Enfin, les espaces qui se créent, la co-construction. Moi, je coordonne un projet européen qui n'a rien à voir, c'est sur la diversité des cultures. On voit que ça commence à diffuser la co-construction avec les acteurs, avec les agriculteurs, des solutions. Et les chercheurs commencent à rentrer là-dedans. Mais je voulais juste insister sur c'est vraiment surprenant. Alors, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi, j'ai été frappé personnellement par le fait que ça rendait fou les scientifiques. Bon, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais on va plutôt... mais si je réagirai dans la discussion. Oui, la parole est libre. Donc, Alors peut-être, oui, ouvrir aux questions. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je sais qu'il y a beaucoup de choses assez techniques, hein, donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de demander un peu plus de précision. Oui, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut dire... Bon, je pose une question dans l'attente d'autres questions. Cette tension, revenons sur cette tension entre les décideurs et les experts, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les scientifiques sont rendus fous parce qu'ils sont dans une logique de certitude? Ils ont mal adapté à gérer, à gestionner l'incertitude, tandis que les hommes politiques sont complètement dans la logique du flou, de l'incertitude, du prise de risque, de gestion de risque. Donc ils sont... Les meilleurs gestionnaires de risque sont les hommes politiques. Non, moi, sur cette tension, je ne pense pas que l'exemple que je donnais, en donnant à voir, non pas une incertitude, il y a une part d'incertitude, mais aussi une variabilité. Quand on dit le risque, il va être fort dans tel contexte, il va être faible dans tel autre contexte, et c'est à vous de décider. Ça crée une tension. Je ne crois pas que ce soit un problème c'est pas un problème de certitude ou pas, de niveau de certitude. Le politique n'est pas à l'aise sur ses décisions parce qu'il n'a pas envie d'assumer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la comitologie. On appelle ça la comitologie européenne. Enfin, depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de décision positive des États membres. Les États membres ne se sont jamais mis d'accord, ni pour autoriser, ni pour interdire. Alors, il y a une procédure qui prévoit que si les États membres ne se mettent pas d'accord, c'est la Commission qui décide in fine. Donc, une espèce de structure. Et après, c'est très facile pour les États membres de dire « c'est pas nous, c'est la décision ». Mais ce n'est pas la rencontre entre le risque politique et le risque scientifique, évaluatif? Probablement que le politique perçoit un risque. Effectivement, il y a un dégagement de responsabilité qui est quand même assez fort. La Commission, après, elle en a eu assez et elle a instauré le mécanisme dit de opt-out, en disant l'EFSA va évaluer les risques scientifiques, puisqu'en fait, si les États membres ne se mettent pas d'accord, c'est pas sur des arguments scientifiques, il pourrait y en avoir, mais c'est pas ça. C'est juste parce que l'opinion publique, parce qu'il y a d'autres arguments, critères qui n'étaient pas pris en compte. En disant, écoutez, on fait une évaluation scientifique, on va conclure, alors avec toutes les nuances que j'ai indiquées, que pour moi ça me paraît difficile de conclure sur l'ensemble de l'Europe, mais enfin bon, qu'il n'y a pas de risque, mais vous avez le droit, vous, États membres, politiques, de prendre en compte, et ça je trouve tout à fait légitime, de prendre en compte d'autres critères pour dire, non, on ne cultive pas. Mais on n'utilise pas des arguments, mais vous n'utilisez pas des arguments scientifiques. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'avant, si un État membre n'était pas d'accord avec une décision communautaire, il y avait une clause de sauvegarde, il fallait apporter des éléments scientifiques. Et l'EFSA, d'ailleurs, avait à étudier, alors la Grèce, l'Autriche, qui étaient ceux qui contestaient à chaque fois l'autorisation européenne. Ça n'a pas de sens. Enfin, moi, en tant que citoyen, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est qu'on peut très bien considérer, encore une fois, avec toute la nuance que j'ai indiquée, il n'y a pas de risque, ne pas vouloir. Je vais vous raconter une anecdote parce que on
parlait de Beauvais Superstar. J'ai conduit entre 1994 et 2001 des essais au champ de colza. Et il y avait en particulier un essai dans l'Ariège. Il a été détruit 2 fois. La première fois, je suis allé dialoguer avec les gens qui avaient détruit, c'était en gros, la Confédération paysanne locale, puis on a expliqué qu'on évaluait les risques. Voilà, c'était juste pour alimenter le débat. On a eu un accord pour continuer une 2e année, pour une espèce d'accord, qui a volé en éclats assez vite. Et à une réunion donc, où théoriquement, il devait y avoir une 15aine de personnes localement, où je suis allé pour expliquer le risque qu'on évalue. C'était le risque de flux de gènes entre le colza et puis des mauvaises herbes, des ravenelles. J'explique ça, mais il y avait en fait 150 personnes qui étaient là, qui étaient descendues, qui étaient venues, qui étaient des opposants aux OGM. Ça a été assez houleux, on essayait d'expliquer le rationnel. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit dans l'assistance, mais on veut bien vous croire, mais on n'en a rien à faire, on n'en veut pas. Et donc depuis ce temps-là, depuis cette période-là, pour moi c'est tout à fait clair. Donc tous les scientifiques qui disent mais c'est pas bien d'interdire, de ne pas autoriser, des choses comme ça, moi je ne comprends pas. Enfin, c'est vraiment en dehors du champ du scientifique. Ça doit être en dehors du champ du scientifique. Je n'ai pas à être concerné par la décision. Mon évaluation surtout, je ne dois pas me préoccuper de savoir si elle va plutôt aller dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Moi j'ajouterais juste rapidement une footnote, là, un coda, je ne sais pas, tout ça. C'est que ce qui a beaucoup changé en même temps que l'histoire des OGM ou d'autres dossiers, c'est aussi le financement de la recherche. C'est-à-dire que d'une recherche publique qui avait sa légitimité à l'intérieur de grands instituts, etc., en tout cas, particulièrement en France, mais pas que, on est passé très vite à une recherche par projet dont les fonctionnements étaient de moins en moins lisibles, en tout cas en termes, on va dire, d'une science tournée vers l'intérêt général et déconnectée en fait de réseaux d'acteurs. D'ailleurs, le succès des thèses de Calon et Latour sur l'acteur réseau, c'était très lié aussi à ce mouvement. C'est-à-dire cette idée qu'on quitte un modèle très intramuros, pas tour d'ivoire, mais enfin en tout cas, parce que ça n'a jamais existé non plus. Et donc du coup, il y a eu cette défiance qui a été crescendo sur le jeu des scientifiques par rapport au pouvoir politique, économique, surtout économique. Et du coup, les opposants se sont aussi nourris de cette défiance. C'est-à-dire qu'il y a eu, et aujourd'hui encore, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème sur l'indépendance, par exemple, de l'expertise. Ça a des conséquences parce que quand un chercheur arrive et qu'il est complètement hors jeu, c'est-à-dire qu'il est un universitaire pur, on va dire, si ça existe, ou CNRS pur, ou INSERM, ou peu importe, et qu'il n'a pas accès au dossier parce que, d'une part, il y a énormément de brevets. Il y a énormément de thèses financées par des entreprises, toutes ces choses-là qui, en fait, créent une zone grise très compliquée à démêler. Et si justement le conflit est monté et où il y a des camps qui jouent des coups, quoi, enfin, etc., le moindre truc un peu douteux entre les deux va devenir une affaire... et donc ça devient, et du coup ça contribue à la radicalisation finalement d'une certaine manière, ce processus-là, et en même temps à la désertification de certains sujets. Parce que ces sujets-là sont de moins en moins faciles à investir pour un scientifique qui veut avoir une carrière sans trop de dégâts, quoi, sans trop de bruit. Parce que soit vous êtes porteur par exemple sur les nouvelles techniques génétiques, vous allez devenir porte-parole des promesses, pourquoi pas, qui peuvent être sérieuses, c'est pas la question, mais dans les médias. Donc très rapidement, vous allez être surinvesti par les médias parce que vous répondez. Si vous avez des doutes, ça a été le cas de Berthaud. Franchement, Berthaud, quand on le connaît, il n'avait pas vocation à devenir un personnage médiatique. C'est pas vraiment... Mais simplement, à un moment donné, il a pris cette place, elle lui a été donnée par tout un système qui cherchait, au fond, un opposant, et il se retrouve. Et donc, il y a aussi ce processus de publicisation qui est nécessaire à toute vie démocratique, très certainement, mais qui va en fait polariser et va couper les chercheurs de leur base, d'une certaine manière. Enfin, les chercheurs qui s'expriment publiquement d'une base qui préfèrent finalement ne pas trop intervenir dans les débats publics. Et là, il y a un trou, moi je le vois sur plein de dossiers, où il y a une espèce de trou entre ceux qui sont devenus des militants d'un côté ou de l'autre,
nucléaire ou antinucléaire, avec des bons arguments d'ailleurs. Je pense plutôt du côté antinucléaire actuellement, enfin bon, voilà, peu importe. Et puis ceux qui sont, par exemple, qui travaillent sur des processus physiques, qui ont des trucs qui pourraient servir à la discussion, mais qui ne veulent surtout pas être connectés, parce que là, ils vont y perdre littéralement leur autonomie, leur financement, leur tranquillité de point de vue de carrière. Et il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, je vais vite, hein, je fais ça vite. C'est que la science, entre guillemets, contemporaine et la science moderne, depuis, on va dire, Galilée, est une science internationale. C'est-à-dire qu'elle passe à travers les États, elle est censée passer à travers les États, et donc à travers les enjeux politiques des États. C'est-à-dire que le scientifique n'a pas à tenir compte de Trump ou de machin, ou de la version, sinon on se retrouve avec des affaires qu'on a connues. C'est Lysenko, si vous voulez, hein, vous avez la version... À l'époque de Galilée, mais aujourd'hui c'est d'autres, non? En tout cas, aujourd'hui, il y a des standards internationaux et des échanges entre des communautés scientifiques qui ne passent plus par l'autorisation verticale du souverain national. Enfin, il faudrait vérifier, mais je ne pense pas que la direction générale du CNRS regarde ce que fait machin et dit non, vous n'allez pas travailler avec Pierre-Paul Jacques. Le réseau scientifique se construit par les objets, par les échanges, par les rencontres. Et de fait, il y a toujours une défiance vis-à-vis des débats nationaux qui cristallisent les enjeux de choix, que ce soit énergétiques, médicaux, etc. Et du coup, les scientifiques sont effectivement... Alors, je ne sais pas s'ils deviennent fous, mais en tout cas, il y a une vraie difficulté à venir au débat, sans avoir le sentiment qu'on va être soit instrumentalisé, soit écrabouillé par un mécanisme qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Est-ce que du coup, dans ce sens, l'incertitude ou le rejet des populations en général envers les thèses ou les propos avancés par certains scientifiques viennent plus de la légitimité qu'ont ces scientifiques-là plutôt que des propos et de la scientificité même de ces propos? Donc est-ce qu'on conteste plus la légitimité des scientifiques qu'ils ont à parler, vu compte tenu des financements, ou etc., que du propos en soi qui pourrait être discuté même parmi ceux qui ne connaissent pas forcément les techniques, etc. Bonne question. C'est une bonne question, à part que les deux sont très souvent liés, parce que quand la défiance va s'organiser, la défiance s'appuie sur ce qu'on appelle des précédents, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas où des scientifiques ou des médecins ou des experts en tout cas ont cautionné, c'est le cas de l'amiante en France et en Europe d'ailleurs de manière générale, ou même ailleurs dans le monde. Là je reviens de Colombie où l'amiante n'est toujours pas interdit. Au Canada, ça y est, ils ont fini par l'interdire après avoir raconté des histoires pendant 40 ans. Et donc c'est-à-dire que les scientifiques se sont un peu exposés, je dirais, à certains scientifiques, évidemment. Donc ça pose la question de qui représente qui, quoi. Et en tant que quoi on intervient dans l'espace public. Et ça, c'est très compliqué. Parce que la légitimité, elle peut être liée à la personne. C'est un grand astrophysicien, c'est un grand physicien nucléaire, c'est un grand généticien. On a eu Axel Kahn, hein, qui a démissionné d'ailleurs de la CGB. Elle a fini sa carrière parce qu'il a craqué à cause de Corinne Lepage, en fait. C'est elle qui l'avait énervé, je crois, particulièrement. Corinne Lepage, oui. Bon, enfin bref, c'était un conflit de personnes. Mais il avait une forte légitimité parce qu'il savait parler au public de la génétique et de ses avantages. C'est vrai qu'il avait tendance plutôt à mettre les inconvénients de côté. Enfin bon, les gens ne sont pas fous, ils déconnent. Hein. Par contre, à un moment donné, vous devenez porte-parole d'un milieu industriel, sans forcément le dire, ou d'un réseau influent. Et là, quand ça s'est mis sur la table, effectivement, la perte de légitimité, elle porte sur l'ensemble du réseau. Et donc des gens qui n'étaient même pas liés à ça héritent d'une certaine manière de cette perte de légitimité. Et le coup suivant, on l'a vu sur les gaz de schiste, on l'a vu sur les nanotechnologies qui venaient après les OGM. Je me rappelle le premier message, là aussi, pour organiser le débat sur les nanotechnologies en 2010, vous allez trouver ça en ligne facilement, c'est... Il ne faut pas recommencer comme avec les OGM. Le débat national a été complètement raté, uniquement parce que leur seule angoisse, c'était de ne pas refaire les OGM. C'est comme s'ils n'avaient pas tiré les leçons, au fond. Et du coup, ils ont organisé le débat de telle manière qu'il n'y avait aucun représentant de l'État. L'État était absent. Donc il n'y avait pas de porteur du projet nano. Mais n'y a-t-il pas un rapport entre légitimité
la légitimité de la classe scientifique et la montée de l'incertitude en général. Alors, là, sur l'incertitude, on peut discuter, parce qu'il y a plusieurs définitions. Moi, je distingue en général l'incertitude de l'indétermination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où le futur, où le projet, on va dire, le projet collectif, est beaucoup plus incertain, effectivement, indéterminé, qu'il ne le fut, où il y avait une planification, où il y avait des horizons relativement stabilisés, qui permettaient de se projeter, y compris de se projeter les générations qui venaient derrière nous. C'est-à-dire, si tu vas à l'université... Enfin, oui, le genre oui, de mais truc. les incertitudes qu'avait décrit Antoine Messin, par exemple. Alors là, vas-y, ouais. Non, mais enfin, effectivement, la question est importante. Et, dans le cadre, encore une fois, sur les OGM, il y a une organisation qui s'appelle GM Watch et qui analyse justement, non pas ce que les gens disent, mais qui ils sont, pour qui ils travaillent, les contrats. Et là aussi, encore une fois, c'est du vécu vis-à-vis de l'EFSA. Beaucoup de collègues qui ont été discrédités et attaqués, non pas en fonction de ce qu'ils disaient, mais simplement parce qu'ils étaient dans une organisation, il n'y avait que des données publiques. L'expert A appartient à l'organisation B, et dans B, il y a des gens, c'est différent, qui ont un contrat avec Monsanto. Donc, A a un lien avec Monsanto. Bon, donc ça fait partie du processus. Mais on peut le regretter, je le regrette, mais ça fait partie, il y a une espèce de jeu. Hein. C'est que quand on a un agenda qui est, pour des tas de raisons, de dire il faut absolument qu'on mette tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'OGM en Europe, ce qui, encore une fois, est dans une sphère qui peut être légitime, qui pour moi est à côté, ça se comprend. On peut le regretter, d'attaquer les hommes plutôt enfin les hommes ou les femmes, les individus plutôt que les idées. Mais quelque part, les scientifiques ont un peu tendu la perche. C'est un peu ce qu'on était en train de dire. Et en particulier, sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que le politique, ou le gestionnaire du risque, demande aux scientifiques de s'engager. Hein, à la fin, quand on leur dit non, il y a des points, voilà, il y a des risques là. Oui, mais globalement, dites-nous si c'est plutôt, quand on dit c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Oui, mais c'est plutôt gris foncé ou gris clair? C'est toujours ça. Moi, je me souviens d'une rencontre avec des membres d'un cabinet au moment du renouvellement, de la création du HCB, où je leur ai dit que moi, je ne donnerai jamais de conclusion de ce type-là, mais plutôt une liste. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Écoutez, nous on ne peut pas travailler avec ça. Je ne vais pas dire qui, mais dans le processus de décision publique, on ne peut pas faire ça. Donc cette question à la fin, c'est quand même binaire. Et puis dans notre société, enfin bon, arrêtez, tout le monde joue là-dessus, quoi. Et ça n'aide pas, ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que chacun s'approprie un peu pour sortir, plutôt que de tordre le cou du scientifique pour qu'il tombe d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui se passe, et le système fait ça. Comment les citoyens, enfin les parties prenantes qui sont intéressées, s'approprient. Et là, il y a une difficulté, parce qu'il y a une tendance forte. La science est en train de perdre, enfin, la valeur de la science dans la société, dans l'éducation. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à la science en tant que telle. Et puis, il y a cette complexité, en plus. Donc, pour moi, là, je ne suis pas optimiste là, par rapport à ça. Et du coup, c'est un peu un rapport de force, mais pour l'instant, on voit bien comment le rapport de force fonctionne. Même s'il y a des espaces qui se recréent, enfin, et on est plutôt observateur. Ça me gêne un peu, quoi. Parce que... Donc, c'est en partie lié, pour répondre quand même, oui. Donc, l'incertitude croit quand même cette complexité et l'incertitude, donc n'est pas sans conséquence par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu, il y a une arène où effectivement on a un agenda et il faut à tout prix. Donc on sort un peu du monde scientifique, mais les scientifiques ont accepté ça et puis après tout... Non, mais l'incertitude est constitutive de tout énoncé scientifique. Même le GIEC, encore aujourd'hui, vous dit nos scénarios ont une validité à 99,99, mais ils n'iront jamais à 100%. Parce qu'il y a toujours cette possibilité de découvrir un bug dans un algorithme, de changer tout à coup de modèle et de voir les choses autrement. De prendre en compte des événements de rupture qui n'étaient pas du tout pris en compte. Par exemple, on découvre qu'il y a à nouveau des problèmes avec l'ozone
qu'on pensait être réglées depuis le protocole de Montréal. Donc ça veut dire que ça modifie aussi les calculs d'inertie sur les gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le CO2 évidemment. Vous changez en fait les espaces de calcul, les axiomatiques, et vous modifiez en fait le regard. Donc il y a toujours cette incertitude qui est constitutive de l'épistémologie scientifique depuis longtemps. Et d'ailleurs, le relativisme, et c'est pour ça que ça me fait marrer quand il y a des accusations relativistes, ça vient de la physique. Enfin, je veux dire, la physique quantique se construit quand même aussi avec des notions de relativité. Et c'est important de pouvoir toujours relativiser. Donc de dire par exemple, sur la région dont on connaît les caractéristiques géographiques, économiques, écologiques, etc., on peut tirer telle inférence sur les flux de gènes, sur les impacts sur la biodiversité, etc. Mais attention, il faudra refaire un modèle ad hoc, si vous voulez, le comparer avec telle région d'Autriche. Voilà. Moi, dans le nord de la Dordogne, c'est pas le sud de la Dordogne. D'abord parce qu'il n'y a pas de vin. Bon. Mais pas que. Il y a aussi tout un habitat. Il y a aussi des changements de température. C'est pas les mêmes forêts. C'est pas les mêmes pratiques de foresterie, etc. Et c'est pas les mêmes truffes. Enfin bref, non, mais vous voyez, ça va très vite. Et sur un département. Et donc, la science, c'est aussi recontextualiser très vite. C'est pas rester sur des espaces abstraits. Parce les politiques ont souvent cette représentation d'une science donc, qui sort des énoncés universalisables, bétonnés, vrais ou faux, alors qu'en réalité, ils sont précisément, et c'est ce que montre Antoine, et c'est ce qu'il pratique, je pense que c'est ce que tu fais en pratique, c'est-à-dire qu'on fait des modèles, on les met à l'épreuve de réalités qui sont à chaque fois contingentes et contextuelles, et qui vont répondre plus ou moins positivement, et après on peut étalonner, faire des gradients, faire des matrices, faire des espaces de variation, construire des facteurs, mais ces facteurs sont tout le temps en variation, ils ne sont jamais absolument tout ou rien. Et là, il y a une vraie difficulté de communication, je trouve, dès qu'on sort du monde de la recherche et qu'on va vers une façon de figer les choses. Ça, c'est une grande différence avec la physique quand même, parce que les objets biologiques sont des objets vivants. En plus, mais même les physiciens. Oui. Parce que tu descends en échelle, au niveau du nano, tu n'as plus la stabilité que tu as. Voilà, où le boson de Higgs, il n'est pas si stable que ça. Enfin, mais alors justement, si je peux me permettre une petite question, sur cette question de l'évaluation, vous avez évoqué l'évaluation des modifications génétiques, et donc ce lanceur d'alerte qui avait justement mis en avant le fait qu'il y avait eu une mauvaise évaluation de ces impacts. Moi, je me demandais s'il y avait une spécificité propre aux biotechnologies. Et en même temps, je vous écoute et j'ai l'impression qu'en fait, on retrouve ces biais un petit peu dans toute forme d'innovation technologique, posée autour de cette notion d'évaluation, et puis surtout de cette évaluation des impacts propres à ces innovations. Donc, je voulais savoir si vous identifiez une spécificité propre aux biotechnologies, ou finalement ça peut s'adapter à l'ensemble. Un nom, c'est le vivant. C'est-à-dire qu'on est dans des matières où le vivant n'est pas séparable de son milieu. Et donc, les techniques et les méthodes qui fonctionnent relativement bien sur des objets qu'on peut projeter dans des espaces euclidiens à 256 dimensions, si vous voulez, là, en l'occurrence, ils vont interagir en permanence, y compris avec d'ailleurs le protocole d'enquête. C'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de stratégies comme le double aveugle, tout ça pour essayer d'avoir un maximum de contrôle sur ce qui se passe, mais qui reste hyper compliqué. Il y a eu plein d'études qui montrent que les souris de laboratoire ont développé des relations avec les laborantins. Enfin bref, il y a toutes sortes de choses. Il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre du vivant, et donc qui fait qu'il y a une non-résolution, on peut dire ontologique et philosophique. C'est pour ça d'ailleurs que les anthropologues et les philosophes sont beaucoup intéressés à ces questions, et que l'éthique survient à un moment donné. On aura plus facilement de l'éthique sur les biotech que sur de la physique. Parce que bon, moi hier j'étais à une réunion d'astrophysiciens qui essayent de prévoir un peu les politiques spatiales dans 30-40 ans. C'est vrai que les trajectoires des comètes, etc., il y a des incertitudes, c'est une question de métrologie, de mesure. Il y a des modèles, ils ont des datas, des données de plus en plus nombreuses, ils apprennent avec des supercalculateurs, ils font des choses, mais au fond, la question, ça va être, est-ce que nous, on va y aller? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va envoyer une équipe qui va partir dans l'espace pour essayer de trouver notre planète, ou je ne sais pas quoi, etc. Donc on est vraiment aux limites de la science-fiction, justement. On passe de la science à la science-fiction, c'est assez marrant les discussions, parce qu'eux-mêmes jouent avec ça.
Mais ils ne sont pas embarqués comme on va l'être, par exemple, quand on va avoir des micro-organismes, parce que ça commence avec le micro-organisme. Vous savez, le microbiote même déjà. En fait, la bactérie n'est plus un agent totalement simple, hein, c'est quelque chose de compliqué. La bagarre actuellement, c'est sur le lait cru et les... Vous savez qu'en France, on a une tradition au fromage qui pose problème justement sur la régulation sanitaire. Et en fait, il y a des théories complètement contradictoires sur la pasteurisation. Hein, je ne sais pas, en fait, qui connaît le sujet. Qui sont assez intéressantes parce que comme c'est du vivant, effectivement, il y a des stratégies complètement différentes. Vous pouvez dire qu'il faut laisser proliférer les bactéries et au fond, les méchantes seront régulées par le milieu. Ou inversement, il faut réduire pour pouvoir contrôler et pouvoir identifier des agents pathogènes avant qu'ils soient proliférants. Et tout ça va se mettre à circuler dans des mondes qui changent. Donc, tu as parlé de stress climatique ou autre. Mais on voit bien que les espèces réagissent différemment à des chocs. Donc voilà, la différence des biotech, c'est qu'elles interviennent dans des mondes qui sont ouverts d'une certaine manière, qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés, qu'on peut difficilement enfermer sans les asphyxier. Donc, mais vas-y. Ouais. Oui, moi je répondrais qu'on retrouve ça ailleurs, avec des produits... qu'on appelle de biocontrôle quand on fait des lâchers d'auxiliaires pour contrôler des parasites. Ce type d'innovation, on va retomber exactement dans le même problème. Dans un autre secteur, je ne peux pas m'engager, je ne connais pas bien la médecine, mais on pourrait dire sur les médicaments, bon, on a vu des scandales, mais sur le devenir, le fait que l'enchaînement d'événements, des effets indirects, ils existent aussi. Notamment le microbiote, qui devient maintenant une espèce d'outil d'évaluation qui intègre en fait tout ce que les stress que les individus subissent de la part de l'environnement ou de la part de l'alimentation. Il y a une espèce de nouvelle façon, un nouveau paradigme pour apprécier la santé des individus. Il y a une différence que je trouve, enfin, le parallèle avec la médecine est assez intéressant, même si ça n'a pas forcément très bien marché, mais on suit beaucoup plus les patients que les écosystèmes dans l'organisation. Il y a quand même, ça existe, la médecine clinique. Alors le lien ne se fait pas forcément très bien et il peut y avoir un écart entre la recherche médicale, les biotech médicales et cette médecine clinique. Mais quelque part, elle existe. Parce que, enfin, je le dis en tant qu'agronome parce que je fais un peu cette analogie en disant, nous, ça nous manque. Quand je parlais de surveillance, je n'ai pas évoqué beaucoup, ces dispositifs de surveillance, d'observation, de comment ça se comporte, les écosystèmes, comment ils réagissent à différents stress, et pas uniquement un pesticide, je trouve que ça nous manque beaucoup. C'est quelque chose d'assez lourd, très coûteux, mais qui est... Moi, je pense qu'il y a des parallèles et qu'on retrouve un certain nombre de choses similaires. Pas tellement de spécificité. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas décrété. Prendre une variété, on a une variété végétale qu'on considère maintenant avant les directives, et on dit, du coup, on ne régule pas. Enfin, moi, du point de vue d'agronome, les pratiques agricoles ont eu des impacts sur l'environnement. C'est pas lié aux pesticides, aux OGM. De toute façon, ça modifie. Et sur la biodiversité, on sait très bien que ce qu'on a fait depuis des millénaires a eu un impact. Et on l'a pas évalué. Et moi, je pense qu'il faut le faire. Alors là, il y a des spécificités. Enfin, on peut essayer de trouver des spécificités. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus puissant, il y a une accélération qui rend... Mais dans la nature, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence vraiment de nature. Très bien, écoutez, merci beaucoup. La séance touche à sa fin. Donc, merci encore.